Bonsoir à tous. Merci d'être là. Oh, c'est pas très chaleureux. Pardon, hein, mais on va passer 2 heures ensemble. On peut se faire des sourires, même si, alors je vous dis pas les spots, je ne vous vois pas. Mais vous avez l'air chouette. Alors bienvenue à ce 7e Grand Prix de la marque engagée. Je crois que vous êtes toujours, je n'étais pas là l'année dernière, mais on m'a dit que vous étiez toujours plus nombreux à venir chaque année, donc merci pour ça. Je suis Ophélie Meunier, ça fait 9 ans que je travaille pour le groupe M6. Et je présente donc le groupe M6 qui est engagé depuis le début auprès de ce Grand Prix, donc depuis 7 années maintenant. J'ai la chance d'animer une émission que vous connaissez certainement au moins de nom, qui s'appelle Zone Interdite. Ça fait 9 ans que je l'anime. Évidemment, les questions de durabilité ont déjà été au cœur de plusieurs de nos reportages. On travaille plus que jamais aussi en tant que producteur et que diffuseur sur l'idée d'obtenir ce qu'on appelle un label EcoProd. Depuis 5 ans aussi, une semaine verte, la semaine green en beau français, couvre toutes les chaînes et toutes les ondes du groupe M6. Donc il y a M6, TVA, Paris Première, W9 et puis RTL et Fun Radio. Donc on fait cette semaine green depuis 5 ans, c'est toujours un immense succès. Et puis on a aussi accès régulièrement dans ce groupe, et ça c'est super chouette, à des formations pour être de plus en plus sensibilisés aux questions RSE. Pourquoi je vous dis tout ça ? Je vous dis tout ça parce que en fait mes premiers gestes pour rendre mon quotidien plus éthique, je les ai faits au départ dans une démarche purement professionnelle. Vraiment. J'ai un peu fait appliquer bêtement ce que j'ai appris au cœur de mon travail. Et puis en fait, cette démarche professionnelle, elle est devenue plus personnelle. Et elle m'a vraiment, en quelques années, complètement changé en tant qu'individu. Je pèse mes mots. C'est donc avec honneur, joie et surtout conviction que je vous accompagne ce soir pour ce prix de la marque engagée. Je ne sais pas si ça mérite, mais merci. Alors un mot sur Chaussettes Solidaires, vous avez vu le petit film qui passait pendant que vous installiez. Chaussettes Solidaires, donc depuis 2008, a comme objectif le recyclage textile, l'apprentissage de techniques d'artisanat liées à la mode et l'insertion sociale. Elle anime des ateliers de couture dans des centres d'hébergement d'urgence pour des femmes, mais a aussi créé une formation mode d'emploi recyclée. En parallèle, elle multiplie les animations en entreprise sous forme de collecte de chaussettes et d'animation créative pour sensibiliser les équipes à l'économie circulaire et les fédérer autour de la préservation de l'environnement. Elle est implantée dans le quartier de la Goutte d'Or, à Paris. Chaussettes Solidaires travaille avec de nombreux ateliers et artisans locaux reconnus pour leur savoir-faire dans le domaine du textile. Un bel exemple. Alors, le moment que vous attendez tous ce soir arrive à grands pas. C'est l'annonce des lauréats. Vous avez vu les prix qui sont ici. Avant de remettre le tout premier prix de cette soirée, je vais demander, sous vos applaudissements, à Danielle Duruy, directrice d'AEF Info, et Sandrine Raffin, Danielle Deruy, pardon, et Sandrine Raffin, cofondatrice du Grand Prix de la marque engagée, présidente fondatrice de Link Up, de me rejoindre sur cette scène, toutes les deux. Et un micro ici. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Alors, Danielle Deruy, créer de la valeur à partir de l'engagement. Je me rapproche de vous, vous voulez garder le petit coude sur la table, c'est plus confortable. Alors, à partir de l'engagement, c'est le thème de cette nouvelle édition de Pro Durable, mais n'est-ce pas ce que célèbre finalement le Grand Prix de la marque engagée depuis toujours ? Le prix de la marque engagée symbolise et démontre l'engagement d'entreprises grandes et petites qui innovent chaque année pour être encore plus engagées. Évidemment, aujourd'hui, on a beaucoup parlé de CSRD. On a beaucoup parlé aussi de la valeur des valeurs. Et dans toute leur acceptation du mot valeur, et comment l'engagement en responsabilité sociale, éthique, de durabilité pouvait se transformer en valeur, et avec le plus que c'est évidemment pour elle-même, mais c'est aussi beaucoup pour les autres. Donc je pense que
effectivement, la marque engagée est le symbole même de tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui et tout ce qu'on va dire demain. Et ben, je serais ravie, moi je les connais un petit peu quand même, les lauréats, je suis ravie que vous soyez tous là pour découvrir les lauréats de cette 7e édition, beaucoup d'innovation. Merci beaucoup. Sandrine Raffin, alors comment le prix évolue-t-il cette année ? Alors le prix évolue parce que on a d'abord un nouveau partenaire. On a eu un prix des étudiants il y a quelques années, mais cette année on a l'ESCP qui a décidé. Donc voilà, il doit y avoir des représentants de l'ESCP qui sont là, de aussi désigner un prix coup de cœur des étudiants. Et on verra tout à l'heure quel est, vous voyez, leur logo, leur coup de cœur. Alors là où il y a aussi une forme d'évolution, c'est qu'on a décidé, puisque tous les ans on présentait 3 primés, qui étaient, 3 sélectionnés, nominés ou nommés, qui étaient sélectionnés par le jury. Et puis c'était assez frustrant, et le jury nous avait déjà dit il y a quelques temps, mais pourquoi vous n'avez pas le prix bronze, argent et or, parce que quand on arrive à ce stade de la sélection, est-ce qu'on ne mérite pas d'avoir aussi une récompense, parce que ce sont beaucoup d'efforts. Alors vous verrez que c'est une première, donc d'avoir ces prix. Le jury, comme d'habitude, je vais en dire un mot dans une petite minute, mais toujours très exigeant. Vous verrez que parfois sur certaines catégories, on a le prix or et argent et pas de prix bronze. Parfois, on a aussi les 3, parce qu'on a un jury qui regarde tout. Les dossiers sont lus, et je pense que c'est quelque chose qu'on partage toujours avec les candidats, évidemment, qui sont donnés du mal pour être là. Il y en a d'autres qui font des démarches formidables, mais parfois leur dossier n'est pas tout à fait suffisamment complet. Et parfois, en tout cas, moi qui connais certaines de ces démarches, on a des frustrations en se disant c'est quand même dommage. Mais voilà, c'est très important qu'on donne ce prix, non seulement pour l'innovation au niveau des produits, ou l'innovation aussi marketing, on est bien sur des notions de marque, donc d'aller jusqu'au bout de la démarche d'engagement, donc y compris dans la manière de promouvoir les produits auprès des citoyens, ce qui va leur permettre aussi eux-mêmes sans doute d'évoluer dans leur manière de sélectionner les produits qu'ils achètent ou les services auxquels ils s'adressent, mais donc en même temps dans des entreprises profondément engagées. Donc c'est ce qu'on va célébrer ce soir. Je vous laisse inviter Jacques Fradin à venir sur scène. Alors, on est très heureux d'accueillir Jacques Fradin, qui nous a fait l'honneur de venir faire quelques annonces sur un projet qu'il anime depuis longtemps, avec beaucoup d'énergie. Je vais te passer le micro, Jacques. Et on a décidé aussi d'avoir un grand témoin cette année. Certaines années, on a eu des ministres. Cette année, on a Jacques, qui va nous donner de l'espoir dans tout ce qui va pouvoir se passer dans les mois à venir sur justement les comportements. Très bien, merci. Bon, moi, je suis médecin comportementaliste. Je suis cofondateur et président du GIECO, le groupement international d'experts sur les comportements et les changements de comportement. Un peu, si je peux dire, ce qui peut-être nous manque aujourd'hui, en tous les cas, c'est ma conviction et pas seulement la mienne, sur la compréhension de nous-mêmes en tant qu'humains, individuellement et collectivement et à l'échelle planétaire. On est clairement, aujourd'hui dans un monde qui bouge de tous les côtés. On parle beaucoup de transition au singulier. En fait, il y a des transitions partout, parce que tout bouge énormément, parce que nous sommes extrêmement créatifs et nombreux, donc tout bouge. À l'inverse, on voit bien que quelques créateurs, même s'ils sont nombreux, minoritaires, ne suffisent pas à produire les mêmes leviers de changement chez la grande majorité. Et puis, c'est à une échelle où, clairement, on n'est pas prédisposé pour ni être motivé, ni comprendre vraiment comment s'y prendre. Redit autrement, on ne peut pas faire de la santé publique à l'échelle d'une épidémie, d'une pandémie ou de grands problèmes de santé publique avec seulement des hôpitaux et des médecins, par exemple. On ne peut pas non plus faire de l'économie uniquement avec des acteurs, même si on sait que c'est nécessaire. Il faut des règles, il faut des modes de fonctionnement. Et bien, pour le comportement, sans doute, et peut-être au cœur de tout, c'est un peu la clé de voûte, sans la compréhension de nos mécanismes de fonctionnement, nous ne pouvons pas changer. Quelques exemples qui sont dans les statistiques qu'on lit tous. 70, 80, 85% des gens dans le monde, toute culture, toute génération confondue, pensent qu'aujourd'hui le monde va mal et va dans le mur, si je peux dire au niveau climat, mais pas seulement. Il y a donc une inquiétude générale et une anxiété qui montent.
Et pour autant, on voit bien que les comportements ne suivent pas, pour deux raisons. C'est que la motivation n'est pas seulement la conviction, et deuxièmement, il faut savoir quoi faire, l'impuissance apprise. Redit autrement, le GIECO s'est regroupé 35 disciplines, toutes les disciplines des plus fondamentales aux plus appliquées, pour comprendre comment nous fonctionnons, quels sont les freins et les leviers du changement. C'est la première chose. Et deuxièmement, elle s'appuie, et c'est la deuxième dimension aussi importante que la première, c'est pas seulement la science qui doit parler d'une seule voix, c'est aussi l'alliance pour le GIECO, les acteurs, toutes les parties prenantes, économiques, mais aussi institutionnelles, mais aussi la santé, mais aussi la culture, et tout ce qui va avec, l'info, les processus de transformation de la désirabilité de notre société. Et si je suis aujourd'hui ici, je pense que évidemment il y a un lien, ça va sans dire, c'est que les entreprises ne doivent pas seulement changer dans leur production, mais dans leur façon de le produire, de le vendre, de le rendre désirable. Je pense que le facteur humain des transitions est une condition indispensable pour que les transitions, les vraies, aient lieu, pour qu'elles soient durables réellement, parce que si elles ne sont pas désirables et équitables, elles n'auront pas lieu. Et qu'on sait bien que les démocraties, par exemple, n'ont dû leur succès économique que parce qu'elles partageaient la culture, l'information et dans une certaine mesure que la classe moyenne, donc les classes qui, en quelque sorte, constituent l'écrasante majorité des gens, avaient leur place. On ne peut pas aujourd'hui considérer que c'est seulement économique. Donc il y a tout un travail à faire. J'engage donc les entreprises à s'occuper non seulement de faire des produits durables, mais de créer des actes de consommation durable, ou en tous les cas de les instituer. C'est une culture, c'est un désir. Toutes les cultures sont appuyées sur du désirable, sur des choses qui font rêver. Ce n'est pas si facile à faire, mais effectivement, le GIECO donc, et l'Alliance pour le GIECO sont un lieu pour y contribuer. Je ne dirais pas faire un Davos du facteur humain durable, mais un peu quand même. Il faut bien qu'il y ait un monde économique et un monde social qui emboîtent le pas du concevable. Voilà, en tous les cas, merci à LinkUp et au prix de la marque engagée et bien sûr à EFR Info de m'avoir invité à vous parler de tout ça, parce que je pense que c'est absolument essentiel et qu'il y a en quelque sorte, peut-être, je dirais pour terminer, une idée que l'humain ne change pas facilement et à grande échelle et à l'échelle d'une collectivité. L'histoire du monde montre régulièrement que le contraire existe. Peut-être moins facilement, mais il existe tout autant. Je pense, et je terminerai là-dessus, Nelson Mandela a fait bouger l'Afrique du Sud du fond de sa prison. Preuve qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de moyens quand on est très convaincu et qu'on a compris des choses importantes sur le facteur humain. Voilà, en tous les cas, le rêve que j'ai envie de vous partager, comme auraient dit certains dans l'histoire du monde, et je pense que c'est plus qu'un rêve, c'est possible. Merci. À vous. Merci Jacques Fradin, merci à tous les trois. Je récupère votre micro, merci. Ça commence bien. Alors avant de dévoiler les lauréats de cette année, j'aimerais, au nom du Grand Prix et de LinkUp, remercier tous les participants qui ont candidaté. N'arrêtez, même si vous n'avez pas gagné ce soir, n'arrêtez surtout jamais de poursuivre vos efforts et n'hésitez pas également à candidater à nouveau pour l'année prochaine. Alors voilà les 8 catégories que nous allons récompenser ce soir. B2B, marque et ONG, services, produits, entreprises à mission, personnalité, start-up et le coup de cœur étudiant. On commence avec la première catégorie de la soirée. Le prix donc B2B, il récompense aussi bien une innovation produit qu'une innovation service qui s'inscrit dans une démarche contributrice et vertueuse à destination des professionnels uniquement. Pour remettre ce trophée, j'invite Barbara Rousseil, directrice ACO de la Maïf, grand partenaire pour la 3e année consécutive, membre du jury, à me rejoindre. Bonsoir Barbara. Et venez un peu plus au milieu, comme ça on est plus centré pour nos amis qui sont de ce côté. Voilà. Ça fait 1 an donc, que vous avez pris vos nouvelles fonctions de directrice association, collectivité, entreprise à la direction B2B Maïf. Comment est-ce que vous voyez évoluer l'engagement de ces différents acteurs en ces temps d'incertitude économique ? Donc, bonsoir à tous. Alors j'avoue que je suis fière et puis un petit peu impressionnée d'être là, alors même si je ne vous vois pas tous. Puisque effectivement, en tant que directrice association collectivité entreprise à la Maïf, c'est un moment important pour nous
ce Grand Prix de la marque engagée, puisque Maïf, entreprise à mission, premier assureur des associations, et puis mobilisé dans l'accompagnement des besoins d'assurance des entreprises engagées, c'est un moment pour nous, dans le cadre du partenariat avec LinkUp, qui est extrêmement important. Alors, les associations et les entreprises, on le sait, sont des acteurs clés pour répondre aux défis aujourd'hui qu'on connaît, mais aussi les défis de demain. Et c'est vrai qu'associations comme entreprises sont à la fois créatrices de richesse économique, mais aussi créatrices de liens sociaux. Elles vont mobiliser le collectif, créer du lien et mobiliser le collectif autour de grands défis qui sont des défis à la fois sociaux, économiques, environnementaux, qu'on connaît aujourd'hui et pour demain. Et donc, à la Maïf, en tant qu'assureur des associations et des collectivités, nos sociétaires et nos relations de proximité avec nos sociétaires font qu'effectivement, on constate les évolutions dans leurs actions et dans leurs engagements quotidiens. Dans les associations, alors les associations, on pourrait se dire dans le contexte économique actuel, comment se portent-elles? On note une vraie résilience du monde associatif et même une dynamique, puisque c'est à peu près 1 500 000 associations en France et c'est 70 000 qui se sont créées en 2023. On a retrouvé des chiffres à peu près équivalents à avant la crise Covid qui avait beaucoup impacté les associations. Donc une vraie dynamique. Et les associations montrent qu'elles continuent de s'engager, mais aussi qu'elles s'adaptent à la situation et aux problématiques sociales, et qu'elles s'adaptent aussi et elles tirent profit des évolutions à la fois de comportement, de les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, pour pouvoir finalement trouver de nouveaux financements, trouver des nouveaux soutiens à leur cause, et aussi pouvoir mobiliser des bénévoles par d'autres moyens, puisqu'on le voit dans les comportements, c'est aussi plus difficile d'engager sur la durée, mais grâce à certains outils, on arrive à mobiliser plus à la carte sur des actions plus ponctuelles. Donc on constate vraiment, nous constatons en tout cas dans notre accompagnement des associations une vraie dynamique. Et puis les entreprises, forcément, elles aussi jouent un rôle vraiment clé dans le contexte actuel, et là aussi contexte économique difficile, et pour autant beaucoup de créations d'entreprises en France, c'est environ 1 million de nouvelles entreprises qui se créent par an, donc c'est une très belle dynamique. Et parmi ces entreprises, on voit bien que la part de celles qui souhaitent vraiment concilier création de richesse économique, mais aussi responsabilité sociale, sociétale et environnementale, grandit. Et c'est vrai que nous le constatons, mais c'est la preuve est objective. Il n'y a pas que la Maïf qui le constate. Les entreprises s'engagent de plus en plus dans leur responsabilité sociétale et environnementale. Les chiffres le prouvent, puisque effectivement, de plus en plus d'entreprises ont des équipes dédiées à la RSE. Beaucoup d'entreprises aussi, de plus en plus, et ça augmente très fortement, réalisent des bilans carbone. Ce n'est pas uniquement sous les contraintes réglementaires. On voit aussi que du coup, elles arrivent à concilier effectivement leur activité économique, mais aussi le fait de contribuer à la réponse aux grands défis d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup. Alors, les 2 premiers primés de la soirée sont le groupe Avril pour son projet Evertree et ses résines végétales, et la société Agotera pour son projet vers une agriculture régénératrice et régénérative et bas carbone. Barbara, qui remporte le prix or, qui remporte le prix argent? Alors, je suis très heureuse de décerner le prix d'or à Agotera et le prix argent au groupe Avril pour son projet Evertree. Et on regarde tout de suite une petite vidéo. Je m'appelle Mathieu tout le monde et je suis le fondateur d'Agotera. Cette idée, je l'ai eue il y a 4 ans, ici, sur la ferme familiale, qu'on a décidé de passer en agriculture bio. Et on s'est vite rendu compte des risques et des coûts liés au changement de pratique et la nécessité finalement de trouver du cofinancement. J'ai une idée toute simple, rapprocher le monde agricole et le monde de l'entreprise pour accompagner la transition de notre agriculture vers un modèle plus durable et bas carbone. Et aujourd'hui, on accompagne plus de 80 entreprises qui vont financer des projets en lien avec leur territoire ou leur chaîne de valeur. Et en face, on accompagne plus de 3000 agriculteurs en France et en Europe grâce à nos différents partenaires terrain. On est ici sur une ferme pilote, un démonstrateur d'agriculture régénératrice, et vous êtes tous les bienvenus à Lille pour voir concrètement ce qu'implique une transition au niveau d'une ferme.
Bonjour, Pierre Tabag, je suis le DG d'Evertree. Evertree, c'est une pépite, filiale d'Avril, qui a pour mission de révolutionner l'univers des adhésifs grâce aux protéines végétales. Notre marché, c'est le marché des panneaux de bois qui constituent l'essentiel du mobilier de nos cuisines, de nos salles de bain et de nos dressings. Alors les panneaux de bois, c'est constitué de bois et de colle. Cette colle, elle est pétrosourcée et elle a 2 défauts. Elle apporte des formaldéhydes qui sont des constituants cancérogènes et elle présente une forte empreinte carbone. Chez Evertree, on a développé une colle végétale à base de colza et de tournesol qui permet d'améliorer le bilan carbone et qui sont bien meilleurs pour la santé. Alors en fait, on utilise le pouvoir collant des protéines de colza et de tournesol qui proviennent d'Avril. Pour conclure, je vous invite à végétaliser vos intérieurs. Bravo! Bravo à vous, Mathieu et tout le monde. Donc, vous êtes le fondateur et le CEO d'Agoterra. L'engagement des agriculteurs dans des pratiques agroécologiques, est-ce qu'il est réellement en pleine expansion? Bah oui. Oui. Donc vous l'avez compris, on a commencé en 2020. On a été une des premières fermes à se lancer dans ce label gouvernemental qui s'appelle le label bas carbone, qui a été lancé par le ministère de la Transition écologique fin 2019. Et dès finalement 2020, on a lancé avec des partenaires les 300 premières fermes dans une démarche bas carbone qui dure finalement 5 ans. Et pendant 5 ans, on a besoin finalement, quand on est agriculteur, de venir courir les risques et les coûts liés à la transition. C'est-à-dire quand on va changer nos pratiques, on va également avoir besoin de les financer et avoir besoin d'avoir une formation technique et agronomique pour être sûr qu'à la fin, finalement, on atteigne nos résultats. Donc 300 agriculteurs engagés dans la démarche en 2020 et aujourd'hui un peu plus de 3000 en France et en Europe, donc c'est plutôt une bonne dynamique. Par contre, c'est vrai qu'il reste encore pas mal de freins pour passer à l'échelle et je pense qu'Avril est assez convaincu de ça. Et aujourd'hui, on a réussi à embarquer 80 entreprises, donc des entreprises qui sont dans la chaîne de valeur, comme des Cronenbourg, des Roquettes ou encore des Carambars. On travaille sur les filières lait. Des entreprises qui sont sur le territoire, donc qui ont envie de soutenir des projets de régénération au niveau local. Des entreprises qui n'ont rien à voir avec l'agriculture, c'est ça qui est chouette aussi, OVH, le Futuroscope ou encore la Route du Rhum. Mais on a encore besoin d'aller plus loin, de financer aussi toujours plus les agriculteurs, avec aujourd'hui des coûts de pratique sur le terrain qui en fait coûtent toujours plus cher. Et cette année encore, on l'a vu avec des baisses de rendement assez incroyables, moins 20% dans les champs. Donc des risques liés aux aléas climatiques qui sont de plus en plus importants. Donc il faut finalement travailler tous ensemble, et c'est le cas d'Avril, on est dans la même chaîne de valeur, pour vraiment accélérer cette transition vers l'agroécologie. Et donc inviter aussi les entreprises qui ne sont pas du tout du secteur à vous accompagner. Exactement. Merci beaucoup Mathieu tout le monde et bravo encore à vous pour ce beau trophée. Et on était avec Maxime Legendre, marketing et sales manager d'Evertree, et Paul-Joël Derian, directeur développement durable et innovation d'Avril. Cette solution, est-ce qu'elle répond à une demande spécifique des fabricants de meubles qu'on a vu en vidéo, hein, bien sûr? Je crois qu'effectivement, tout le monde cherche des solutions de décarbonation, réduire son empreinte carbone, aller vers la naturalité. C'est la demande des consommateurs, c'est la demande de tous. Et effectivement, à Avril, servir la terre, c'est en fait ce qu'on veut faire. Moi, je suis très fier qu'on ait ce prix à côté d'Agroterra, parce qu'effectivement, c'est une démarche que l'on a avec nos amis agriculteurs qui apportent nos matières premières, on a entendu tout à l'heure colza, le tournesol, mais qu'on transforme. Vous nous connaissez dans le marché avec nos marques grand public, Le Sieur, Puget, etc. Mais vous connaissez aussi dans plein d'autres activités. Si vous faites rouler votre voiture, on contribue à la décarbonation du transport. Donc c'est la mission d'Avril. On a voulu aussi contribuer à la décarbonation de l'ameublement à travers des solutions naturelles, des panneaux de bois, mais sans produits chimiques. Vous avez un peu répondu à la question, et puis avec la vidéo, mais les matières premières que vous utilisez donc, sont-elles des coproduits issus de la culture du colza et du tournesol? Oui, effectivement, c'est quand on fait de l'huile, on presse des graines, on a de l'huile qu'on amène effectivement sur la table, qu'on connaît, mais il y a un coproduit, c'est cette protéine. Alors elle peut servir à faire l'alimentation animale, elle peut servir à plein de choses, et puis elle peut servir à faire de la colle. Et effectivement remplacer les produits chimiques qui ne sont pas très bons pour notre environnement et qui ne sont pas très bons pour nos intérieurs. Voilà. Paul-Joël Derian, un mot sur cette récompense. C'était l'inverse. Ça, c'est Maxime. Non, vous étiez censé être dans l'ordre de mes fiches puisqu'on se connaît pas. Je suis désolé. Désolé. Alors, Maxime,
Paul Joët a déjà dit beaucoup, donc Oui. nous, on est ravis de recevoir ce prix et ça donne de la visibilité à Evertree, à nos solutions. On est là pour révolutionner le monde de l'ameublement avec nos solutions pour que tout le monde ait chez soi des meubles qui sont meilleurs pour l'environnement mais aussi meilleurs pour la santé. Nos solutions ne dégagent pas du formaldéhyde qui est un polluant qu'on a dans nos intérieurs et donc nous, on apporte aussi une solution concrète maintenant pour dépolluer les intérieurs et puis améliorer l'empreinte carbone parce que les cols dans les panneaux à l'intérieur des meubles, en fait, c'est l'élément principal d'empreinte carbone d'un mobilier. Donc on est fiers de recevoir ce prix et puis fiers de donner de la visibilité. Donc merci. Merci, bravo à tous les trois. C'était le premier prix de cette soirée. Vous allez être accompagnés pour une petite photo et une petite interview. Et on continue, merci à tous. Et on continue avec le prix de la collaboration Marque ONG. Alors cette catégorie met en avant les collaborations entre une ONG et une marque et ayant pour vocation de changer les modèles pour co-construire ensemble un monde plus durable. Pour le remettre, je demande à Sandrine Clion, directrice générale d'Imedia Center, partenaire pour la 3e année consécutive, de me rejoindre sur scène sous vos applaudissements. Ah voilà. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Venez vers moi. Vous soutenez donc des initiatives d'ONG chez Imedia Center. Les clients des centres commerciaux, y sont-ils sensibles, Sandrine Clion? Alors oui, tout à fait. En effet, chez Imedia Center, on a une offre, un réseau d'écrans DOH qu'on implante en fait dans des centres commerciaux. On en a à peu près 70 en France et dans 250 surfaces de vente. Et on touche près de 35% de la population française tous les mois. Cette année, on a d'ailleurs réalisé plusieurs études et je vais me permettre de vous citer 3 chiffres par rapport à ça. Donc on a 97% des consommateurs qui sont touchés par nos écrans, qui les jugent utiles et modernes. Ensuite, on a aussi, lorsqu'on les interroge sur le contenu qui est diffusé et qu'on leur demande qu'est-ce que vous souhaitez voir sur ces écrans, ils nous répondent, hormis de la publicité bien sûr, et les contenus du magasin, ils vont nous répondre des contenus utiles, des contenus locaux et du soutien à des grandes causes. Ça arrive en 5e position. Ils répondent à 65% favorablement sur ce sujet. Et puis après, on y a encore 76% des Français qui nous indiquent que les marques ne sont pas toujours très claires en fait dans leur communication sur leurs engagements. Ils ont besoin de beaucoup plus de transparence. Donc il y a encore des efforts à faire. Alors c'est vrai, pour revenir sur les ONG, cette année on en a accompagné une 15aine. Et chez Media Center, notre volonté, en tout cas d'ici 2030, c'est de mettre à disposition dans nos boucles plus de 50% de nos contenus pour justement pour soutenir ce type de messages, des messages pour mieux consommer, être plus utile et bien sûr donner de l'espace gracieux à des ONG. De toute façon, en fait, quand on est acteur de la communication, quand on touche 35% de la population française chaque mois, on a aussi un rôle à jouer. Évidemment. Il est hyper important de pouvoir diffuser des contenus utiles, responsables. Voilà. Merci beaucoup. Alors, les 2 lauréats dans la catégorie collaboration marque ONG sont le groupe de Règles Élémentaires et Sephora pour leur projet de lutte contre la précarité menstruelle, très important, et Spontex et Vos Voix Nos Voix pour leur projet de l'allègement de la charge mentale domestique. Je vous laisse annoncer qui a l'argent. Alors, j'ai l'honneur de remettre le prix Rohr au groupe de Ré. Et le prix d'argent à Mappa Spontex. Bravo, bienvenue. On regarde une petite vidéo et on discute. Nous organisons des collectes de protection périodiques réalisées par des citoyens, des citoyennes, des collectivités locales et des entreprises. Nous nouons des partenariats avec des fabricants qui nous font des dons et ensuite nous redistribuons les protections auprès des 1000 associations partenaires que nous avons partout sur le territoire. Début 2020, on a reçu une proposition de don de taille industrielle de la part d'un partenaire fabricant et on n'avait pas de solution, ni pour l'entreposage, ni pour la redistribution partout en France. Aujourd'hui, la démarche est portée principalement par 2 filiales du groupe de Ré. L'un des sites sert de plateforme logistique où les palettes sont réceptionnées et stockées. Puis les palettes sont acheminées par nos camions pour desservir les plateformes de redistribution partout en France. Depuis 4 ans, ce sont plus de 6 millions de produits qui ont été redistribués à nos associations partenaires partout en France par le groupe de Ré. Par cet engagement, le groupe de Ré affirme son attachement à des valeurs d'inclusion et de solidarité et réaffirme son soutien plus globalement aux droits des femmes.
Because housework is not visible enough, shared enough, valued enough. Today's men and mostly women feel mental load at home as a burden, turning our homes into sources of stress. Yet, housework can give us satisfaction, transform our house into a home for us and our loved ones. In a way, it can give us more serenity. That's why at Spontex, we aim to lighten mental load and make housework smoother for everyone, because serenity starts at home. Bravo. Alors, on commence avec le groupe de Ré. Lina de Ré, vous êtes directrice générale du groupe de Ré, Règles élémentaires, et Maude Leblond, directrice générale pour Règles élémentaires. Donc, la précarité menstruelle est-elle une réalité en France? On peut se poser évidemment la question. En quoi ce partenariat donc, a-t-il contribué à atteindre un plus grand nombre de femmes confrontées à cette problématique? J'imagine bien qu'elle existe. Oui, alors elle existe. Je donne peut-être juste un chiffre pour vous la concrétiser. La précarité menstruelle en France, c'est 4 millions de personnes qui sont touchées. Ah ouais, ces 4 millions de personnes, ça veut dire qu'elles n'ont pas assez de protection périodique pour se protéger pendant leurs règles. C'est assez simple comme définition. C'est aussi un sujet qui a été longtemps tabou et peu pensé. Donc Règles élémentaires, depuis 9 ans maintenant, travaille sur ce sujet et vise à fournir une solution à ces personnes qui sont dans ces situations de précarité menstruelle. L'association, elle était il y a 4 ans, quand on a commencé le partenariat avec De Ré, encore bénévole. Et donc, elle organisait des collectes qui étaient ensuite redistribuées à des associations avec des équipes bénévoles. Et un jour, on l'a dit dans la vidéo, un partenaire nous a proposé des palettes entière de protection. Donc évidemment, on a dit oui, et on s'est retrouvé avec un semi-remorque, je ne sais pas les termes spécifiques, en tout cas 15 palettes qui ont été livrées comme ça chez nous, et notre petite équipe de bénévoles. Et donc là, on s'est dit, en fait, il y a quelque chose à jouer, on a le potentiel d'aller toucher énormément de personnes, mais on a besoin d'un partenaire. Et c'est là qu'avec De Ré, on a entamé ce partenariat. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on a des dizaines de palettes chaque année qui sont redistribuées, et donc on est passé de milliers de bénéficiaires à des millions. Et on a aussi pu adresser tous les endroits en France où on n'avait pas d'équipe bénévole, puisque les équipes de De Ré maintenant transportent ces protections partout en France. Super, merci beaucoup pour De Ré. Du coup, la logistique et le transport sont souvent perçus comme des domaines plus masculins. Donc, qu'est-ce qui vous a inspiré à établir un partenariat avec Règles élémentaires? Alors effectivement, il y a souvent des hommes. Je suis un peu l'anti-règle, on va dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la logistique, on a à peu près 28% de femmes qui opèrent. Chez nous, c'est 36%. Donc, on essaye de travailler sur ces sujets-là. Et c'est un sujet qui nous parle en tant que femmes. Donc, c'était assez naturellement qu'on a voulu aider Règles élémentaires dans leur distribution. Et l'entreprise avec un grand E se doit de contribuer justement à lutter contre ces inégalités de traitement aussi que subissent donc les femmes dans les entreprises. Et d'ailleurs, nous, on a mis en place des distributeurs justement chez De Ré de protection périodique pour les femmes en libre service. Et ça, c'est par exemple quelque chose qu'on pourrait tous mettre à notre niveau dans nos entreprises. Voilà. À côté du café. À côté du café, voilà, du tampon et des cafés. Voilà. Merci, bravo encore pour ce prix d'or. Merci à toutes les deux. Le prix d'argent, Spontex, Samia Meyer, Senior Manager Brand Development, et Marie Vialaré, fondatrice de l'association Vos Voix, Nos Voix et membre du collectif Tapenséa. Alors, Marie, pour Vos Voix, Nos Voix, quelles avancées avons-nous observées concernant la reconnaissance de la charge mentale domestique en France? Bonsoir à toutes et tous. Alors, très bonne question. La charge mentale, donc, c'est ce travail cognitif, organisationnel principalement, qui est lié à tout ce qui est tâches domestiques. Donc, c'est quelque chose qui a été conceptualisé il y a quand même un moment en sociologie, mais qui maintenant, depuis 2017, avec les travaux de la dessinatrice Emma, s'est fait connaître du grand public assez massivement. Donc maintenant, c'est un concept que les médias se sont appropriés, auquel les organisations, collectivités territoriales, marques, etc., commencent à s'intéresser, parce que le travail domestique, le travail qu'on fait à la maison, ça n'a évidemment pas que des conséquences sur notre félicité conjugale, pourrait-on dire, mais également beaucoup sur notre travail, puisque les frontières entre sphère privée et sphère professionnelle sont évidemment très poreuses. De plus en plus, oui. Et donc le fait que les organisations, les marques, les collectivités, les médias commencent à s'intéresser
de manière importante à ce sujet, c'est pour moi vraiment un progrès. Même les institutions commencent à s'y intéresser. On a les rapports annuels du Haut Commissariat à l'égalité entre les femmes et les hommes qui en parle chaque année. Donc voilà, ça commence à être publiquement reconnu et c'est pour ça qu'on a lancé aussi ce partenariat pour toucher un plus large public et faire entendre ces messages-là. Merci beaucoup. Samia Meyer, ce projet est diffusé à travers toute l'Europe. Existe-t-il des différences notables dans la perception de la charge mentale domestique d'un pays à l'autre alors ? J'ai envie de dire heureusement, malheureusement non. Il n'y a pas vraiment de grosses disparités, c'est assez homogène. On va, évidemment, voilà, on va l'exprimer de manière assez différente selon chaque pays, les identités, les sociétés, comment elles sont formées. Mais ça reste un sujet qui est quand même assez homogène. On fait le même constat. Un constat aussi sur le fait que c'est un problème qui engage énormément, qui est très vrai dans tous les pays où on a mené cette étude. Pour finir sur une note positive, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a vraiment une volonté partout de faire en sorte que les générations à venir, que les enfants et nos petits-enfants n'aient pas à reproduire le même schéma. Donc il y a quand même vraiment une prise de conscience de plus en plus et une volonté de changer. Et c'est pour ça du coup que j'en profite pour remercier donc Vos Voix Nos Voix et Link Up de nous accompagner sur ce beau projet parce qu'on y croit énormément, on y met beaucoup de cœur. Et on espère du coup contribuer à notre mesure à changer ces comportements pour l'avenir. Et bravo à vous. On parlait du changement de comportement dès le début de cette soirée. Ça a du sens. Merci et bravo encore. Merci à toutes les 5. On continue avec le 3e prix de la soirée, le service B2C. Alors ce prix met en lumière des services dont la durabilité s'inscrit parfaitement dans la démarche d'engagement de la marque et l'aide à passer du statut de la responsabilité à celui de la contribution au développement durable. Et pour le remettre, c'est Sophie Palocchi, responsable des pôles marketing et RSE ILEC, à monter sur scène à mes côtés. Et bonsoir. Partenaire depuis 7 ans. Depuis le début. Alors Sophie Palocchi, dans un contexte tendu, venez vers moi. Pour l'économie, les marques continuent-elles à développer leur engagement RSE malgré tout ? Alors, effectivement, le contexte est tendu. Alors, je dirais que engagement RSE, c'est de l'investissement, c'est donc des coûts, que les contextes ne sont jamais favorables à trop d'investissement. Et en fait, toute la question que se posent ces entreprises qui doivent investir sur du long terme, parce que la RSE, c'est du long terme, c'est comment obtenir des effets positifs sur le court terme et comment régler ce dilemme finalement. Et finalement, la question récurrente, c'est comment répartir la valeur, comment répartir les coûts de l'amont à l'aval. Et tout à l'heure, ça a été dit sur les sujets agricoles, comment ne pas faire peser à l'amont agricole toute la transition écologique et comment ne pas faire peser auprès du consommateur la hausse de tous ces coûts qui sont en cascade. Donc les entreprises, pour répondre à la question, continuent à investir parce qu'elles croient à une consommation plus responsable. Maintenant, on doit essayer de comprendre la juste valeur des produits, de l'amont à l'aval, et essayer de répartir à la fois la valeur et le coût. Et quand on sait que l'alimentaire, ça représente plus que 13% des dépenses d'un ménage, on se dit que est-ce que c'est la juste valeur finalement, 13% de son budget, de ses dépenses, de ses dépenses. Et à côté de ça, il y a aussi une situation de famille précaire. Ça a été aussi évoqué dans un certain nombre de conférences. Et donc, comment on rend accessible la consommation durable à des foyers qui n'ont pas forcément le choix de faire de payer plus finalement. Voilà, donc elles investissent, mais c'est un peu la quadrature du cercle. Merci pour ces précisions. Alors, on a 3 primés dans cette catégorie. Vedette Paris pour son projet d'électrification à large échelle des bateaux. Adagio pour son projet sur la création de mobilier éco-conçu et multi-usage Adagio Access. Et puis Agilauto pour son projet de solution d'autopartage rural. Agilauto Partage. Les lauréats, Sophie Palocchi. Alors, nous avons 3 lauréats cette fois-ci. Nous avons le prix or pour Agilauto Partage. Bravo. Donc un projet très social et environnemental. Nous avons je le dis. Oui, bien sûr. Oui. Le prix argent pour les vedettes de Paris. Voilà, sur l'électrification.
Et le troisième prix, donc, pour Adagio Hotel, sur, de la seconde main ou de la réutilisation de leur mobilier. Bravo à tous, on regarde la petite vidéo. La mobilité durable et accessible est une nécessité croissante dans le monde d'aujourd'hui. Agile Autopartage, nouvelle filiale du Crédit Agricole, se positionne comme une solution de pointe. L'objectif est de répondre aux besoins spécifiques des zones rurales, souvent négligées par les solutions de mobilité classiques. Agile Autopartage propose un service d'autopartage via une application mobile. Ils mettent à disposition des véhicules 100% électriques pour des déplacements quotidiens ou occasionnels. On télécharge l'application, on réserve, on roule et on revient au point de départ. Le tout grâce à notre application mobile sur smartphone, sans contrainte liée à la possession d'une voiture. C'est un service idéal pour les courses, les déplacements familiaux ou associatifs, et même pour les déplacements plus urbains dans les zones à faible émission. En collaborant avec EDF, les 2 champions français mutualisent leurs forces pour développer ce projet. Avec Agile Autopartage, la mobilité durable et accessible se rapproche un peu plus. Le futur de la mobilité rurale, maintenant à portée de main. Ça a été un vrai challenge sur ce bateau qui est le premier en ce sens sur la Seine et peut-être en France, je crois, d'arriver à faire un bateau électrique avec un tel besoin de puissance et d'énergie embarquée. Le sentiment environnemental de l'ensemble de la société, que ça aille de l'agent d'entretien au président directeur général et même aux actionnaires, la conscience environnementale elle existe depuis toujours. Ça a été évidemment très compliqué au niveau investissement, des investissements absolument considérables. Si vous voulez, on était un peu au bord du précipice, est-ce qu'on saute ou est-ce qu'on saute pas? En 2020, à la sortie du Covid, notre directrice générale et moi-même, nous avons participé à la Convention des entreprises pour le climat. Et ça a été un électrochoc qui l'a amené immédiatement à sauter le pas. C'est à la fois une conscience environnementale de longue date et un électrochoc qui nous a dit bon, là il faut se lancer. C'était un peu l'époque du quoi qu'il en coûte, si je me souviens bien. On s'est dit bon, il faut y aller. Chez Adagio, on est leader de la part hôtellerie et finalement on a une proposition de participer au concours Intramuros. On a été retenu, on a rencontré du coup Thomas Delagarde pour créer un nouveau concept. L'idée était vraiment de pouvoir faire une collection de mobilier multi-usage, réduire ce nombre de mobilier par un mobilier bas et un mobilier haut, sur lequel on va venir plugger certains de nos accessoires et qui vont venir asseoir les usages. C'est un mobilier qu'on connaît maintenant de A à Z. On sait déjà que dans le futur, on saura, tout est tracé finalement et tout est clair sur la traçabilité. On sait comment on va pouvoir le modifier pour le faire avancer avec les usages. On sait qu'on va pouvoir le réparer. On sait d'où il vient exactement. Et c'est ça, je pense, le fruit finalement et vraiment le bénéfice qu'on peut en apporter de toute cette expérience sur le mobilier. Et encore bravo à tous les 3 pour ces récompenses. Alors, je commence avec Agile Auto. Olivier Rossinelli, vous êtes directeur général à Noucha Djadjikian, c'est comme ça? Vous êtes directrice des opérations. Comment est-ce que vous faites connaître votre service auprès du tiers des Français qui sont en milieu rural? Alors, il se trouve qu'on a aussi le tiers des Français qui sont clients du Crédit Agricole. Puisqu'avec 25 millions de clients, le Crédit Agricole est très implanté en milieu rural, donc ça, il n'y a pas besoin de l'expliquer. C'est dans le nom et c'est aussi un vecteur de communication très important, c'est-à-dire qu'avec toutes les agences, on a démarré avec le Pays de Fayence, il y a 29 000 habitants, il y a 12 000 clients du Crédit Agricole. Donc c'est déjà une première manière. Puis après, on a aussi créé un emploi local qui est une habitante du village, d'un des villages et qui a 3 missions principales: la promotion du service auprès des associations, des collectivités, l'aide aux clients pour le parcours client digital avec les téléphones, et puis bien sûr le nettoyage, l'entretien des voitures. Et ça crée un lien immédiat, direct. Et aujourd'hui, Clarisse, puisqu'elle s'appelle Clarisse, est une vraie vedette au Pays de Fayence. Merci beaucoup. Et alors, est-ce que vous observez des résultats positifs auprès de cette population? Oui, très positif. Donc, ça fait 1 an qu'on a lancé le service en Pays de Fayence. On a fêté l'anniversaire d'Agile Autopartage il y a 2 semaines en Pays de Fayence et on a invité certains de nos clients les plus utilisateurs du service. Et ils ont souhaité, et on ne leur a pas demandé, ils ont souhaité prendre la parole, prendre le micro et témoigner de leur expérience. Et donc, leur témoignage a démontré l'impact concret du Crédit Agricole sur le quotidien des habitants des zones rurales. Donc, on a eu un directeur de club de foot
qui a pré-réservé à l'avance déjà 22 week-ends avec un van 9 places pour son club de foot, parce que sinon il déclarait forfait. On a une fleuriste qui utilise un expert utilitaire au moins une fois par semaine et qui a même vendu son utilitaire, elle, parce qu'elle l'utilisait trop ponctuellement et que ce n'était pas assez rentable pour elle. On a une personne en fauteuil roulant qui malheureusement n'a pas pu sortir de chez elle depuis 3 ans et qui a finalement pu sortir, aller au resto avec sa fille et son mari grâce à un de nos véhicules équipés pour personnes à mobilité réduite. Et on a des jeunes permis qui ne peuvent pas encore se permettre d'avoir un véhicule à eux, qui dépendent du véhicule de leur famille et qui sont bien contents quand ils ont un véhicule à dispo. Donc oui, ça se passe très bien. On a déjà atteint près de 700 inscrits en un an dans 7 villages de France. Donc on est très contents. Bravo pour cette initiative et ce prix d'or. Vedette Paris, Marie Bosoni, directrice générale. Ou Julie ? Non, c'est Marie. C'est Marie. Oui, parce que j'avais peut-être 2 interlocutrices ce soir. C'est Marie. Alors, les bateaux électriques représentent-ils un atout supplémentaire pour attirer les touristes ? Alors, pour les attirer, je ne sais pas, mais par contre, pour leur expérience à bord, c'est effectivement un avantage incroyable. Donc, pour l'instant, c'est plutôt sur l'après. C'est pas la démarche de départ. Voilà, pas encore. Ouais. Mais justement, c'est un petit peu le bouche à oreille qui va faire, puisqu'en fait, quand désormais vous êtes sur nos bateaux qui ont été électrifiés, c'est une croisière sans bruit, sans vibration et sans odeur, et donc ça change complètement votre expérience à bord. Et est-ce que vous pensez que votre rôle de pionnier va entraîner une électrification à plus grande échelle dans le secteur fluvial ? Alors oui, bien évidemment. Alors au niveau de la Seine, quand même, on l'a vu pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux, il y a quand même déjà pas mal de bateaux qui se sont verdis. Et moi, j'aimerais vous dire que c'est surtout de manière générale au niveau du tourisme en Île-de-France et en France qu'on vous souhaiterait être pionnier. Bravo, merci. Et bravo pour ce prix argent ce soir. Adagio Virginie Barbous, senior vice-président client et marketing, et Thomas Delagarde, on vous a vu dans la vidéo, designer du mobilier. Le mobilier de vos appartements, est-ce qu'il constitue le principal contributeur à votre empreinte carbone ? Je crois qu'on aimerait bien, mais malheureusement non, puisque vous savez que le tourisme, c'est 11% des émissions de gaz à effet de serre. 2 tiers sont dus au transport de nos clients, des voyageurs. Donc la portion sur laquelle on a un impact direct, finalement, c'est 8% au niveau de l'hébergement. Donc voilà, on a essayé de réfléchir aux solutions qu'on pouvait mettre en place chez Adagio pour justement être acteurs et nous engager dans le changement là où on pouvait vraiment le faire rapidement, puisque bien sûr, on essaye aussi de travailler sur la sensibilisation sur le transport, mais voilà, c'est un temps long. Et donc avec Thomas et Ligne Rosée Contract, avec qui on travaille en ameublement, on s'est dit on va regrouper toute la chaîne de valeur, le designer, le créateur, le fabricant et nous l'exploitant, et on va travailler ensemble, mettre notre matière grise au service de la durabilité en créant le mobilier que vous avez vu qui est modulable, durable, réparable et multifonction. Voilà. Bravo, merci beaucoup. Et alors je pose la question à Thomas. Ça a été quoi la plus grande difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de ce projet ? Alors, on en parlait tout à l'heure. Je pense qu'il y a eu peu de grandes difficultés finalement dans ce projet parce que, comme vous l'avez dit Virginie, on s'est regroupé assez rapidement au début du projet. Donc, on a vraiment co-créé ce projet-là. Et c'est ce qui a fait qu'on a pu évoluer de manière très transparente et très simplement avec ces trois acteurs-là pour ce projet. Donc on a eu au final pas trop de difficultés. C'était très positif. Et on finit sur cette note très positive. Alors merci beaucoup. Bravo pour ces 3 prix et cette joie. Allez, on enchaîne avec la 4e catégorie de cette soirée de récompense, le produit B2C. Ce prix met en lumière des produits dont la durabilité s'inscrit parfaitement dans la démarche d'engagement de la marque et l'aide à passer du statut de la responsabilité à celui de la contribution au développement durable. Et pour remettre ce prix B2C, j'ai à mes côtés Frédéric Refalo, M6. DG à Brenzé Développement en charge des études et du CRM chez M6 Publicité. Je fais semblant de te vous voyez ou pas? Ça marche ça? Oui, ça marche. On se croise dans les ascenseurs au bureau, on ne va pas faire semblant. Frédéric, alors donc M6 est partenaire historique de ce Grand Prix depuis 7 ans. Quels sont les enjeux qui animent M6 justement pour être partenaire et être aux côtés du Grand Prix? Je vais revenir sur les 7 ans parce que 7 ans, c'est petit à l'échelle de la planète. Mais à l'échelle de l'engagement qu'on a eu de la première heure,
Aujourd'hui, on le ressent dans nos relations avec nos collaborateurs, avec nos clients, et c'est des sujets qui remontent aujourd'hui beaucoup. Ouais. Quand on voit la ferveur qu'il peut y avoir dans certains amphis aujourd'hui, je pense qu'on est à la bonne place et on est très content. Donc, pour répondre à ta question, en fait, les enjeux, ils sont doubles. Alors, on va dire que j'en ai pris 2, parce que sinon, vous passiez la soirée avec moi. Ils sont doubles parce que finalement, on est producteur et on est diffuseur de programmes, de fait. Et à ce titre, on événementialise régulièrement sur les sujets environnementaux, sur les sujets sociétaux. Il n'y a pas longtemps, Ophélie, sur Zone Interdite, nous a alertés sur les ados et les dangers qu'avaient ces ados. Donc ça, c'est très important parce que c'est un porte-voix sur la santé mentale des ados. En janvier prochain, à peu près janvier-février, pour la semaine Green, tu en parlais tout à l'heure, on va passer Le Monde en drone de Yann Arthus Bertrand. C'est un événement. Mais notre ambition, en fait, elle est au-delà de ça. C'est-à-dire que les programmes, aujourd'hui, ils doivent retranscrire l'évolution de la société dans son ensemble. C'est un énorme porte-voix. Donc, on essaye, à ce titre, de faire que tout ce qui va être autour de la transition écologique, sur les comportements responsables, on doit les retrouver dans nos programmes. Et puis, surtout, on doit retrouver la diversité de toute la société. Donc, c'est comme ça qu'on a des marques fortes qui sont emblématiques sur nos antennes et qui vont distiller, infuser un certain nombre de sujets. Alors, ça peut être le bien manger, ça peut être il y a tout qui me revient pas là, dis donc. Sur l'alimentaire, les produits locaux, les produits locaux, etc. Si je prends quelques exemples. Quand je dis la meilleure boulangerie de France, on peut me dire c'est un concours pour élire la meilleure boulangerie. Mais derrière ça, dans le storytelling, on peut vous dire qu'il y a les circuits courts, la valorisation de l'artisanat, le fait de produire bio. Et tout ça, c'est très important. On l'a aussi dans Qui veut être mon associé, quand on voit la foison d'initiatives qu'il peut y avoir, que ce soit en écologie. Enfin, c'est fantastique. Donc, et un Zone Interdite en février dernier sur l'agriculture régénérative. Mais bien sûr. On l'a fait. Bien sûr. Merci. Ouais. Bien sûr. Ça, c'est des événements. 90 minutes. Voilà, exactement. 90 minutes. Et c'est pas donné à tout le monde. Et puis le deuxième enjeu, finalement, c'est M6 Publicité, puisque nous aussi, on est très engagés dans ces domaines-là. Et la preuve en est, on a fait, j'ai entendu quelqu'un tout à l'heure qui parlait du parcours de la CEC, donc nous, c'est cette année qu'on l'a fait, dans les nouveaux imaginaires. Donc le choc, je confirme, c'est violent. Mais la CEC, pour les gens qui ne connaissent pas, donc la Convention des entreprises pour le climat, finalement, ça permet, nous, de travailler sur nos organisations et de faire... distiller auprès de nos collaborateurs, mais aussi d'avoir une bascule culturelle sur toutes les productions qu'on va avoir pour nos annonceurs, puisqu'on produit des programmes courts, des choses comme ça. Et là, on essaie de se projeter dans un futur un peu plus désirable. Merci Frédéric. Alors les lauréats dans cette catégorie produits B2C sont Yves Rocher pour le lancement de l'éco-recharge Bain de Nature, Oxbow pour son projet Stocked Planet Product et Nespresso pour ses capsules compostables à domicile à base de papier. Et c'est toi Frédéric qui annonce l'or, l'argent et le bronze maintenant. Pour l'or, il s'agit de Oxbow. Pour l'argent, c'est Nespresso. Et pour le bronze, donc, Yves Rocher. Bravo à tous. No compromise between performance and the planet. We are stoked to challenge innovation. Stoked to try, to fail, and to try again. Stoked to minimize our waste and to reduce, reuse, recycle. Stoked to produce in France. We are proud to introduce the Stoked board short. New capsules, 100% compostable. Yeah? Oh, yeah. Thank you. Coffee? What else?
New capsule. Home compostable. And still that unforgettable taste. What else? Don't forget to compost it. Nespresso, what else? Yves Rocher. Innovation. Éco-recharge, bain-douche. Un flacon super léger, super compact, avec 4 fois moins de plastique. Entièrement recyclable. Un geste simple au quotidien. Renversons la tendance. À vous de choisir parmi nos 8 senteurs addictives. Yves Rocher. Et bravo encore à tous. Alors, je suis avec Audrey Chazeran, Head of Development Quality CSR, et Aurélien Sylvestre, chef de produit collector pour Oxbow. Est-ce que vous êtes véritablement les seuls dans votre secteur à avoir accompli un tel tour de force ? Merci. En tout cas, je ne sais pas si on est les seuls, mais je remarque qu'en cette année olympique, le sport est à l'honneur parce qu'on reçoit ce soir un peu notre médaille d'or et donc on est ravis pour ça. Merci. Est-ce qu'on est les seuls ? En tout cas, je pense que ce board short, donc ce short de surf en français, on est innovant dans le sens où on a mis en bout à bout plusieurs techniques de confection de produits. C'est-à-dire qu'on a inversé la méthode de design. On est parti plutôt de matières qui étaient en stock plutôt que de produire des matières. On est allé voir notre fournisseur Payen, qui est fabricant français de matières, chez qui on est allé voir son état de stock pour ensuite imaginer un produit. On a imaginé un short. Ensuite, on a travaillé comment réduire les déchets le long de la production. On a réduit de 46% les déchets lors de cette production avec Sébastien Raffin qui nous a fait l'amitié d'être avec nous ce soir et qui est de la société Tout de Fit qui travaille justement sur l'amélioration du patronage pour la diminution des déchets. Et enfin, une production en France avec notre dernier partenaire sur ce projet qui s'appelle Toptex Cube, qui est un atelier de confection de produits techniques sans couture. Et la réunion de ces trois manières de conception de produits nous a permis de réduire de 93% l'impact environnemental. Bravo. Mais simplement, le tour de force de ce produit, c'est qu'on a un produit qui est à la fois éco-responsable, mais aussi performant, et comme vous l'avez vu dans la vidéo, qui a été validé par nos ambassadeurs, pas Georges Clounet ou Jean Dujardin, mais pour le coup, qui était Taoré Henry, un Tahitien qui a été témoin, encore une fois, des Jeux Olympiques. Et donc, on est ravis de recevoir ce prix ce soir. Et il s'agit d'une collection capsule. Alors, est-ce que vous avez des projets pour élargir cette démarche exceptionnelle ? Oui, alors cette capsule s'appelle Stoke, qui veut dire être très enthousiaste. On est encore une fois très enthousiaste d'être là ce soir, mais c'est une capsule qui se veut laboratoire et un peu comme on est un peu à l'opposé de la durabilité, mais la Formule 1 où on teste des choses. L'idée de ce board short, c'est justement d'utiliser ces techniques de surcyclage, de diminuer les déchets et de fabriquer en France, et ensuite de les répertorier à plus grande échelle. Donc c'est vraiment l'idée, et aussi dans tous les services de la société. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le produit ou Audrey qui a été impliqué, mais vraiment tous les services jusqu'à la distribution de ce produit, les emballages ou la manière d'expédier ce produit avec des emballages e-pli pour éviter les déchets sur toute la longueur de la chaîne de production. Bravo Oxbow pour ce prix d'or. Nespresso, je suis avec Fadel Bouzariou, responsable RSE, et Guillaume Chénaud, directeur général. Comment est-ce que vous comptez encourager vos utilisateurs justement à passer des capsules en métal aux capsules végétales ? À part avec Georges Clounet et Jean Dujardin. C'est assez clé quand même, malgré tout. Ouais, ça aide. En tout cas, ravi d'être ici. Merci beaucoup pour ce prix. On est ravis. Ça demande énormément d'efforts pour arriver où on en arrive là. Le développement produit, c'est quelque chose qui se travaille. C'est 3 ans de développement sur cette capsule. C'est vrai que l'idée était de faire une capsule compostable parce qu'on sait que les habitudes de consommation évoluent, bien entendu. Et quand on est une entreprise Bicorp, ce qui est le cas de Nespresso, comme j'ai vu Oxbow également, on se doit de penser au cycle de vie et puis à l'après-vie. Et c'est vrai que le compostable, c'est quelque chose de nouveau, mais l'idée n'est pas forcément de remplacer les capsules en aluminium. C'est pas le métal, c'est aluminium. Important parce qu'il y a une vraie différence. Et s'assurer qu'on donne le choix finalement aux consommateurs demain. Il y a des consommateurs qui peuvent recycler et toutes les capsules en aluminium Nespresso sont recyclables. Dans la bac jaune, c'est simple, efficace. Mais également, de plus en plus de consommateurs souhaitent finalement faire du compostage. Donc l'idée, c'est vraiment de donner le choix, donner un choix citoyen finalement aux consommateurs aujourd'hui et demain. Bon, vous avez un peu répondu à ma deuxième question qui était de savoir si vous alliez à terme supprimer les capsules en aluminium.
Alors, je vais quand même me permettre de compléter, ce serait dommage. Allez. Alors déjà, merci pour ce prix. On est très heureux. Et puis, j'en profite pour remercier aussi Guillaume qui porte l'entreprise dans ce changement. C'est pas évident. Ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas le faire tout seul. Et c'est un long chemin. Tout à l'heure, on parlait des 7 ans à l'échelle planétaire. Nous, ça fait 15 ans qu'on propose des solutions de collecte en France. Et ça ne se sait pas encore. Donc, on compte sur vous pour aller encore un petit peu plus loin. Et là, je vous parle évidemment de la capsule en aluminium. Bravo pour la petite introduction capsule tout à l'heure. Je ne sais pas si c'était fait exprès, mais c'est pas mal. Aujourd'hui, pour être plus concret, on a 7 Français et Françaises sur 10 qui sont en capacité de recycler facilement leurs capsules. Mais ça ne se sait pas encore. Et ça, on en est conscient et on veut aller encore plus loin. Comment ? En utilisant la poubelle de tri, la fameuse poubelle jaune. Et directement, j'insiste, sans sac, en vrac. Pour reboucler, puisque c'est quand même l'objet aujourd'hui de cette super innovation, dont on est hyper fiers, autant sur la partie finalement retour à la terre que qualitatif, ça c'est un incontournable et on a fait 0 compromis sur ça, ça a mis 3 ans, mais on a un super produit qu'on vous invite à découvrir. La particularité, c'est qu'on veut encore aller plus loin. C'est une capsule, j'insiste, compostable à domicile. Et ça, c'est hyper important. On n'est pas sur de l'industriel, on est sur du à domicile. Donc ça veut dire les deux finalement. Le point qui est très important, c'est que ça, on ne le fera pas tout seul, encore une fois. Comme on l'a fait avec l'aluminium, on va aller plus loin. On a besoin de tout le monde ici. On voit l'effervescence, c'est assez incroyable. On a souhaité lancer une coalition, une deuxième coalition, mais cette fois-ci dédiée au sujet finalement du biodéchet, qui est pour les spécialistes ici un peu un enfer, il faut être honnête, depuis l'obligation réglementaire du 1er janvier. Et cette coalition s'appelle l'Union des acteurs du compostable. Donc j'en profite pour faire un peu la pub. On est membre fondateur, mais encore une fois, on a besoin d'adhérents, d'acteurs publics et privés pour aller plus loin. Donc n'hésitez pas à consulter le site internet Union des acteurs du compostable. Et bien évidemment, dès ce soir, on est disponible pour en reparler. Bien sûr. Et j'en profite 30 secondes. On a la deuxième place. On aime bien jouer pour la première, mais d'avoir un prix venant d'Ophélie Meunier, ça vaut quand même l'or. Ah, c'est sympa, merci. C'est un très beau prix, l'argent. Merci Nespresso. Yves Rocher, Alice André, Impact Manager Transformation et Consommation responsable. Est-ce qu'on dispose de suffisamment de plastique côtier justement pour étendre, on a vu dans la vidéo, cette initiative à une plus grande échelle, au-delà de certaines références, et donc renforcer encore plus votre action ? Bonjour, merci beaucoup déjà pour ce prix. On est super heureux d'être ici ce soir et je voudrais d'ailleurs en profiter avant tout pour féliciter les équipes aussi qui ont développé ce produit. Pour répondre à votre question, l'objectif à terme en fait n'est pas forcément de pérenniser un tel partenariat avec OBP Plastic for Change, tout simplement parce que l'objectif demain, ce sera d'avoir justement des cotes qui sont dépolluées et donc que les filières de recyclage soient développées dans ces pays et efficaces. Donc ça c'est l'objectif numéro 1. Et puis par ailleurs, l'idéal. Ouais, ce serait l'idéal. Et c'est là qu'on essaie de travailler aussi. C'est pour ça qu'on soutient ce type d'initiative. Et par ailleurs, pour le reste de nos gammes, en fait, on a besoin quand même d'avoir une régularité dans l'approvisionnement du plastique. Donc aujourd'hui, on ne pourrait pas d'autant plus étendre en fait l'approvisionnement via du OBP, tout simplement parce que on dépend de ce qui est récolté sur les côtes. Donc voilà, pour l'instant, on se cantonne à ça. Et puis, ça fait déjà bien partie de notre programme d'engagement. On est très fiers de travailler avec cet organisme. Merci Alice, merci, bravo encore, félicitations pour ce prix bronze. Et bravo pour toutes ces initiatives qui nous nourrissent, évidemment. On entame la deuxième moitié de cette soirée du Grand Prix de la marque engagée. C'est donc la 5e récompense qui arrive, Entreprise à mission. Ce prix récompense la marque qui incarne la mission de leur entreprise avec force et transparence, notamment par le biais de sa gouvernance et de son comité de mission, catégorie en partenariat avec la communauté des entreprises à mission. Et avec moi, pour cette catégorie, Valérie Brisac, directrice générale de la communauté des entreprises à mission, sur cette scène. Et bonsoir Valérie, venez avec moi. Bonsoir. Alors, dans un contexte où le nombre des entreprises à mission ne cesse de croître, est-ce que entreprises à mission et marques engagées, finalement, c'est pas un peu le même combat ?
Mais tout à fait, Ophélie. En fait, je voulais juste rappeler effectivement un peu quelques chiffres. Donc, en France, aujourd'hui, on est à un peu plus de 1700 sociétés à mission. Donc, depuis 5 ans, depuis que la loi Pacte a introduit donc ce modèle. Et aujourd'hui, c'est 1 million de salariés, donc un salarié sur 20 en France qui travaille dans une société à mission. Donc, ça commence à compter. Et finalement, ce qui est important de comprendre, c'est ce mécanisme d'entreprise à mission. Qu'est-ce qui se passe quand on devient entreprise à mission ? En fait, on fait un peu une promesse. On s'engage en fait vis-à-vis de la société à s'engager finalement, et donc on a une raison d'être, des objectifs. On doit avoir un comité de mission qui regarde que on délivre bien la promesse que l'on a fait avec la société, et il y a également un audit. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez engageant. Et ce qui est important aussi à comprendre, c'est que finalement il y a quelque part un peu un rite de passage quand on devient entreprise à mission, c'est que les actionnaires votent ce passage. Donc il y a vraiment un engagement très fort finalement de la gouvernance à adopter ce modèle. Et finalement, dans ce contexte, les marques en fait, ont un cadre de jeu qui est très clair, puisqu'ils savent qu'ils sont appuyés par la gouvernance derrière. Et donc, en fait, la marque peut, entre guillemets, dans un contexte hyper aligné et dans une forme de confiance, porter ses engagements au nom de l'entreprise de manière très, très forte et alignée. C'est très clair. Merci beaucoup Valérie. Alors, les 3 lauréats pour cette catégorie entreprise à mission sont Weber, Châteauforme et Cali Consult. Et je vous laisse annoncer qui gagne. Quoi ? Alors, j'annonce le Grand Prix d'or pour le groupe Weber. Le prix argent, c'est Cali Consult. Et le prix bronze pour Châteauforme. Bravo à tous, vous montez et on regarde une petite vidéo. Commence en 1821, lorsque Pierre-Paul Weber installe son atelier d'orfèvrerie à Metz. Pionnière de l'Art Nouveau, la maison Weber remporte 5 grands prix aux expositions universelles entre 1889 et 1925. Weber incarne l'excellence joaillère française, transmise de père en fils. 200 ans plus tard, Camille et Damien Weber décident de relancer cette belle endormie. Toutes nos créations sont de véritables bijoux d'art. Ils sont fabriqués en France dans les plus grands ateliers de joaillerie et l'émail à jour est réalisé par la meilleure ouvrière de France en émail. Weber propose un luxe nouveau qui respecte l'humain et la nature. Nous sommes la première entreprise du luxe à disposer de la qualité d'entreprise à mission, et donc on n'utilise que des diamants cultivés en laboratoire auprès de producteurs qui ont une empreinte carbone qui est réduite. On n'utilise que de l'or recyclé. Nos matériaux sont entièrement traçables également. Weber. Parce que nos métiers de vérification, d'inspection, de contrôle et d'assistance technique ont toujours eu pour vocation d'assurer la sécurité et la santé des personnes, la protection de l'environnement, la durabilité des ouvrages et des installations techniques. Parce que nous sommes fiers de notre façon de les aborder et de l'impact positif qu'ils apportent à la société, nous avons décidé de concrétiser nos engagements par la voie de la société à mission. Notre pratique ancrée de la co-construction ainsi que notre volonté d'inscrire dans la durée les valeurs de notre groupe familial nous permet de faire vivre au quotidien notre raison d'être et notre mission. Partager nos savoirs au service d'un monde plus sûr, performant et durable est pour nous plus qu'une raison d'être, c'est une vocation. En 2022, nous avons décidé chez Châteauforme de devenir société à mission. La première année, l'année 2022, a consisté à repenser notre raison d'être et nos objectifs statutaires. On doit aborder les talents. Tout le monde doit être porteur de la mission. On doit définir des nouveaux outils pour piloter la mission. Maintenant, ça fait déjà presque 2 ans que nous sommes société à mission et je crois qu'on peut dire que cette mission nous a permis de libérer notre potentiel humain, a permis l'innovation et aujourd'hui, nous avons quelques projets dans les tiroirs qui sont en train d'éclore, comme par exemple les ateliers humanistes qui permettent de faire connaître, de diffuser notre modèle humaniste ou l'expérimentation de l'entreprise à visée régénérative au Châteauforme de Ronqueux dans les Yvelines. Voilà, je peux dire que la mission, c'est un moyen de révéler les talents au service de l'impact. Bravo. Bravo à tous. Alors, je commence avec Weber. Camille, Weber, déjà, pourquoi j'ai pas un bijou Weber ce soir ?
Ça, c'est la question la plus importante de la soirée. Et donc, vous êtes avec Alice Rivas, Stratégie Manager. Quel impact le statut d'entreprise à mission a-t-il sur la Maison Weber ? Écoutez, il a un impact qui est très important parce que c'est vrai que nous, on a une histoire un petit peu singulière, comme vous avez pu le comprendre. Ouais. On est une maison qui a 200 ans, mais on est une start-up de 200 ans. Weber fut un très grand nom de la joaillerie qui a fermé ses portes en 1982 rue de la Paix et on l'a relancé il y a 3 ans maintenant, aux côtés de mon frère Damien qui est caché dans la salle, mais il est là. Et quand on a réveillé la maison, il y avait bien sûr cette idée de faire revivre l'aventure familiale. Il y avait aussi la question de se dire, on a envie que ça corresponde à nos valeurs et également à nos convictions. Donc on voulait vraiment proposer un luxe nouveau, voilà, un modèle vraiment en termes de joaillerie. Et à partir de là, on a fait un gros travail d'introspection en se disant, c'est quoi notre raison d'être, c'est quoi notre but, c'est quoi notre vision. Et on a découvert justement le statut d'entreprise à mission et on s'est dit, nous on veut proposer une joaillerie respectueuse de l'humain et de la nature. Et dans le cadre de ce travail d'introspection, comme vous l'avez très bien dit Catherine, il faut bien évidemment... Valérie, voilà, je suis hyper forte, voilà, c'est pas grave. Comme a dit Valérie, il faut se mettre en accord avec toutes les parties prenantes de l'entreprise. Donc on a parlé avec nos actionnaires, on a parlé avec nos collaborateurs, on a parlé avec nos ateliers pour qu'il y ait un vrai consensus. Ce qui veut dire que finalement, c'est ça aussi qui est très très fort, c'est qu'on a créé une vraie communauté et donc tout ça, ça génère de la création de valeur. C'est-à-dire que je vais avoir en fait des clients qui sont quelque part vraiment prescripteurs, extrêmement fidèles au niveau de Weber, et puis je vais avoir des collaborateurs qui sont également extrêmement engagés et avec justement des personnes qui restent là longtemps et qui sont fiers de travailler pour une maison pour qui ça a du sens. Justement, vous avez un peu répondu, mais j'allais vous demander est-ce que les clients de la joaillerie de luxe sont sensibles à ces questions-là, sont sensibles à l'engagement et à l'éco-responsabilité ? Alors de plus en plus, les clients sont sensibles à l'éco-responsabilité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, environ 1/3 des clients intègrent dans leurs critères d'achat la notion d'éco-responsabilité. Et quelque part, c'est assez cohérent parce que finalement, quand on achète un bijou, c'est la métaphore de l'amour, quoi. On l'achète pour une personne qu'on aime ou alors on l'achète pour soi en lien avec un événement heureux et puis on le transmet. Et donc, quelque part, les personnes aujourd'hui, ils veulent également que ce symbole soit reflété dans la composition des matériaux également du bijou qu'ils vont l'acheter. Et c'est vrai que nous, on est très, très contents parce qu'on a une très belle communauté de clientes et de femmes Weber. Donc, j'espère bientôt Ophélie également. Et c'est vrai que acheter un bijou Weber, c'est afficher des valeurs fortes en faveur de l'artisanat français et également de l'éco-responsabilité. Merci beaucoup et bravo encore pour ce prix or. Pierre-Guillaume Lanciot, directeur général du groupe Cali Consult et Karine Miquel, directrice marketing et communication dans le groupe. Alors, comment est-ce que vous avez impliqué vos équipes dans la définition de votre raison d'être, cette nouvelle raison d'être ? Alors, la constitution de notre raison d'être, ça a été une longue histoire très intéressante et très riche. Alors, je vais la résumer en quelques minutes, parce qu'on a peu de temps. Alors, déjà, au départ, on a lancé notre raison d'être avant de réfléchir à prendre le statut de société à mission. C'est un besoin qui a été ressenti dans l'entreprise de manière à aller comprendre le sens de ce que nous faisions. Et je pense que cette réflexion-là, de partir du sens et puis après de se dire, tiens, on a un véhicule qui marche bien avec le statut d'entreprise à mission pour couvrir ce sens-là, c'est quelque chose qui, pour nous, a été très, très porteur. Alors, cet enjeu de la constitution de la raison d'être, on a voulu qu'elle soit très ancrée sur les collaborateurs. Et donc, pour ça, on a travaillé sur la base d'ateliers, de co-construction, en format d'intelligence collective. On a eu à peu près 80 collaborateurs qui ont été, sur les 2000 que comporte l'entreprise, qui ont été mis en contribution pour travailler sur la constitution de cette raison d'être, avec des ateliers miroirs, des ateliers challenge. Et finalement, on a une raison d'être qui a émergé assez facilement, assez naturellement, une convergence qui s'est faite dans la rédaction, qui nous a permis de dire assez vite, on y est, c'est ça qu'il faut.
Et dans nos ateliers, alors pour les spécialistes, on a travaillé beaucoup avec les outils de la démarche appréciative. Alors, démarche appréciative, pour faire un résumé, c'est de se dire que dans toute organisation et dans toute personne, il y a des choses qui sont bien, qu'on n'est pas obligé de regarder que ce qui est mal, et que pour avancer sur ce qui est mal, on a plus à faire, à travailler sur nos atouts et sur ce qu'on est capable de faire, plutôt qu'à remuer du noir. Voilà. Et comment est-ce que quelles actions vous mettez en place justement pour accompagner vos clients dans la transition écologique qui est nécessaire au métier de la construction ? Alors, ces actions-là, déjà, on a la chance d'avoir des métiers dans nos activités de contrôle, d'inspection, de vérification, qui sont déjà très porteurs de ces actions-là, de l'accompagnement que l'on fait auprès de nos clients, parce que en premier, les missions qu'on est amené à réaliser, elles ont pour but de s'assurer que tout est réalisé en conformité aux réglementations, et donc en particulier avec l'évolution des réglementations poussant vers la transition écologique, c'est naturellement et nativement dans nos missions d'avoir cet accompagnement. On est amené aussi, nous avons été amenés aussi, et nous le sommes en permanence, à décliner de nouvelles prestations pour pouvoir accompagner sur des sujets qui émergent. Alors, dans le monde de la construction, on a par exemple le réemploi qui intervient de plus en plus. On a la construction hors site, des sujets de ce type-là, qui nécessite que, à ce moment-là, d'un point de vue plus autonome, nous définissions des prestations qui permettent d'accompagner nos clients et de manière générale les différentes parties prenantes. Et au-delà de ça, comme notre raison d'être, c'est de partager nos savoirs au service d'un monde plus sûr, performant et durable, je la connais par cœur, c'était pas un test, c'est aussi mettre à disposition de manière volontaire de nos publics, mais même de manière plus large, par l'intermédiaire de webinaires. On a par exemple réalisé, à l'occasion de la Semaine du développement durable, 7 webinaires autour de ces thématiques, du réemploi, du bas carbone, de la nouvelle réglementation énergétique, de manière à pouvoir porter les éléments de compétences que nous avons et les mettre à disposition du public là, qui peut être intéressé par ces sujets. Et dans ce sens, et également dans l'enjeu de mobiliser nos collaborateurs autour de cette thématique et de ce partage, nous avons mis en place là, depuis 1 an ce qu'on appelle des petits déjeuners techniques. Donc ça, c'est à l'échelle de chacune de nos agences locales, qui invite un large public, alors de personnes qui vont être intéressées par ces sujets, autour de ces thématiques. Donc on réalise très régulièrement, au sein de nos agences, des petits déjeuners techniques autour de le réemploi du métal dans la construction, autour de la nouvelle réglementation RE 2020, enfin de l'ensemble de ces thématiques-là pour porter la bonne parole, on va dire. Et elle est portée. Merci beaucoup. Merci, bravo encore Cali Consult pour ce prix argent et le prix bronze Château Forme. Claire Schwartz, responsable de l'engagement, et Titouan Vichien, couple d'hôtes de Château Forme de Crécy-la-Chapelle. Quels sont les critères qui ont guidé la composition de votre comité de mission alors ? Alors, il y a eu pas mal de critères. Déjà, dans un premier temps, pour les personnes qui représentent l'entreprise, donc dans un comité de mission, il y a des personnes internes et externes. Pour l'interne, on voulait à la fois une représentation de la direction, mais aussi et surtout une représentation du terrain au travers d'un couple d'hôtes qui a finalement ce rôle d'ambassadeur de la mission auprès de ses pairs, auprès de ses équipes, et surtout vis-à-vis du comité de mission de porter la voix du talent. Donc, couple d'hôtes, ce sont eux et leurs équipes qui font vivre, qui insufflent la chaleur ajoutée à chaque rencontre et qui inspirent les entreprises. Et donc, en fait, c'était extrêmement important d'avoir cette représentation de la réalité dans notre comité de mission. Et pour les personnes extérieures qui nous ont rejoints, finalement, c'est une histoire de rencontre. De toute façon, chez Château Forme, tout tourne autour de la rencontre. C'est le cœur de ce pourquoi on existe. Et on a dans notre comité de mission des personnes qui nous connaissent depuis très longtemps et qui ont un attachement à l'entreprise, et des personnes qui nous connaissent depuis moins longtemps, mais qui finalement ont tout de suite accroché à nos valeurs. Nous, on recrute nos talents sur nos valeurs, et finalement, je crois qu'on a aussi recruté un petit peu le comité de mission sur les valeurs, et notamment également aussi la volonté d'avoir des personnes qui pouvaient nous apporter un regard extérieur, un œil nouveau, un œil parfois spécialiste, puisque on a un engagement autour de
de cultiver notre modèle humaniste et on voulait un expert de la gentillesse. On veut inspirer nos clients et ce, à travers l'innovation aussi. Donc, on a une experte de l'innovation, des nouveaux business. Et puis, on voulait des personnes aussi expertes de l'événementiel responsable. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi une personne dans ce sens-là. Et on s'est rendu compte, pour compléter notre comité de mission, que c'était important d'avoir des personnalités un peu plus poil à gratter, puisque c'est ce qu'on leur demande aujourd'hui, pour pas s'asseoir sur nos lauriers et continuer à progresser, avoir des personnes qui osent un petit peu nous chatouiller, là où ça peut faire mal parfois, et nous mettre face à nos injonctions paradoxales. Et donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on fait aussi évoluer notre comité de mission aujourd'hui. Et alors justement, en quoi le statut d'entreprise à mission contribue à fidéliser vos collaborateurs ? Là, je vais passer la parole à Titouan, puisque c'est lui qui œuvre pour fédérer les talents. C'est une grande fierté de représenter l'engagement de l'ensemble des talents de Châteauforme ce soir. Nos talents, ils vivent et respirent cet engagement sur le terrain. Et ils le partagent auprès de nos clients. Et c'est un vrai engagement qui est fort pour eux. Et on a senti une vraie responsabilisation et un engagement de leur part au quotidien. Et une audace. Ils osent faire des choses, ils n'ont pas peur. Et c'est agréable de voir ça sur le terrain et de le vivre au quotidien. Donc, rien n'a changé finalement pour Châteauforme parce qu'on l'est depuis le début, mais il y a un engagement plus fort de la part de l'ensemble de nos talents. Merci et bravo encore et félicitations à tous les 6, tous les 7 même. Allez, on continue avec la 6e catégorie. Il nous reste 3 prix à décerner ce soir. La 6e catégorie, c'est la catégorie personnalité engagée. Cette catégorie a été donc la nouveauté de l'année 2022. Elle atteste d'un changement de la vision sur la RSE. Maintenant, ce ne sont plus seulement les marques et les entreprises qui reçoivent une récompense, mais ce sont aussi les dirigeants ou les personnes influentes qui ont une réelle démarche contributrice et positive. Et je trouve qu'avec tous les gens qu'on a entendus ce soir, on le réalise évidemment plus que jamais. J'invite Corinne Mregen, DG Pôle Partenaire Groupe Les Échos, Le Parisien et Chief Impact Officer à monter avec moi sur scène. Et bonsoir Corinne. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Alors Corinne, on célèbre ce soir les marques engagées. Qu'en est-il aux Échos, le Parisien Média ? Quelles sont vos convictions, vos engagements ? Alors, d'abord, un mot sur le groupe Les Échos Le Parisien. On est très, très engagé sur ce sujet-là, puisqu'on a publié notre raison d'être il y a 5 ans, favoriser l'émergence d'une société responsable en informant, mobilisant, accompagnant chaque jour les citoyens et les entreprises. La partie régie publicitaire de cette structure, de ce groupe-là, a la conviction que l'industrie de la communication et des médias a un rôle majeur à jouer. Si je le traduisais de manière un peu concrète sur la partie publicitaire et communication, je dirais qu'il y a 3 leviers qu'on essaye d'actionner. Enfin, c'est pas qu'on essaye, qu'on actionne, mais c'est un début, donc il faut continuer, il faut persévérer. Le premier, ça a été beaucoup dit précédemment, c'est vraiment impulser des nouveaux récits, parce que les nouveaux imaginaires, impulser des nouveaux récits pour rendre désirable un monde bas carbone, ce sont des nouveaux imaginaires qui permettront de changer les comportements, ça c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est réunir les conditions pour faire en sorte de diffuser la publicité dans un cadre bas carbone. Donc là, c'est par exemple le fait d'avoir des instruments de mesure, des outils qui permettent, comme une calculette carbone, qui permettent de réduire l'impact carbone d'une publicité. C'est un outil d'ailleurs qu'on a développé avec nos camarades du Monde et du Figaro, parce que sur ce type d'initiative, il faut être en compétition et pas juste en concurrence. Et puis le troisième levier, très modestement, c'est de s'inscrire dans une trajectoire d'amélioration, parce qu'en fait, c'est jamais terminé. Et là, j'ai envie de citer l'illustration, de donner comme illustration le programme, le fait qu'on est très actif dans un programme qui s'appelle SDAT, Sustainable Digital Trust. C'est un programme qui est développé par le syndicat des régies Internet. Et l'idée là, c'est de valoriser les régies qui font la promotion, des régies qui s'engagent en faveur d'une publicité qui soit plus responsable. Voilà. Donc je suis très heureuse de pouvoir remettre le prix. Oui. Alors, il y a un ou une primée, je dévoilais. Plutôt une ce soir. Alors, à vous l'honneur de l'annonce. Voilà. Donc, je suis très heureuse d'annoncer que le prix de la personnalité engagée revient à Sophie Robert Velu, qui est directrice générale des activités d'Expanscience. Et c'est vraiment très, très, très important d'avoir des personnalités qui sont des rôles modèles.
Voilà, bravo. Et bravo, vous pouvez prendre un petit micro. Bonsoir, Sophie Robert-Velu. Félicitations. Si, c'est bon, ça marche. Ça marche. Merci. Et ce beau prix. Félicitations. Alors, quelle qualité un dirigeant doit-il posséder pour mener à bien un véritable projet d'engagement au sein de son entreprise ? Bon, alors je dois vous dire que je suis à la fois très honorée et très emmerdée de ce prix. Honorée parce que c'est un travail monumental qui a été engagé chez Expanscience depuis des années maintenant, et même si c'est plutôt la fidélité de nos consommateurs et notre bilan carbone qui sont nos indicateurs de performance, ce prix en est un, très clairement. Après, je suis embêtée parce que je pense qu'un leader, il ne peut pas agir seul. Un dirigeant, un manager, un patron ne peut pas diriger seul une transition comme celle-là. Je vous donne un exemple très bête, mais quand on a une décision autoritaire descendante, notamment sur l'arrêt, par exemple, de l'aérien chez Expanscience, on a décidé d'arrêter de faire du fret aérien. Et donc, au démarrage, j'ai dit, stop, on arrête tout. Si vous avez besoin d'un aérien, il faut vous passer par moi. Et en fait, c'est pas fonctionnant. Ce qui s'est mis à fonctionner très bien, c'est quand on a commencé à discuter des meilleurs leviers et qu'on a décidé de mettre des budgets carbone à la fois sur le fret, mais aussi sur les voyages professionnels, qui était vraiment un sujet très tabou et qui doit l'être dans beaucoup d'entreprises. Et en fait, à partir du moment où on a donné en subsidiarité le pouvoir aux équipes de s'organiser, de décider où elles mettaient leur budget carbone, l'efficacité a été au rendez-vous. Donc, un leader, il ne peut pas faire les choses tout seul. Il y a, pour moi, en revanche, la culture dont il est responsable, le sens, donc quel sens il met à son entreprise. Si votre entreprise ne manquerait à personne si elle venait à disparaître, c'est que vous avez un problème de sens. En général, quand vous retravaillez le sens, vous avez des équipes qui veulent plus d'injonctions contradictoires. Donc, le dirigeant, il a peut-être la responsabilité d'empêcher qu'il y ait des injonctions contradictoires dans son entreprise et donc de retravailler sur une boussole et une définition de la performance qui fasse du sens. Et je pense que là-dessus, il y a beaucoup à faire. On ne peut pas dire que c'est le carbone qui compte et donner que de la performance en euros. Donc, c'est vraiment cette idée-là, nous, qu'on est en train de travailler. Et puis, un troisième point qui est la gouvernance, c'est-à-dire comment est organisée la prise de décision dans une entreprise. Et si elle est systématiquement en escalade, c'est pas bon, parce que ça veut dire que vous utilisez un seul cerveau pour des milliers de décisions. Il vaudrait mieux utiliser des milliers de cerveaux pour les décisions. Alors, ça peut être compliqué, c'est pas évident à organiser, la subsidiarité, ça demande de la subtilité. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout cette caractéristique-là de faire redescendre la décision au niveau des gens qui ont la compétence pour la prendre et qui connaissent le mieux, finalement, leur quotidien. Voilà. C'est quoi votre vision sur ce qui nous attend là pour les années et décennies à venir ? Je pense qu'on a un futur qui... Moi, je ne suis pas une personne très optimiste. Je pense que lorsque j'ai fait la Convention des entreprises pour le climat, j'ai désappris à espérer. C'est-à-dire, je pense que espérer, c'est un truc qui ne vous met pas en mouvement. Vous vous dites, ça va peut-être aller mieux, on espère que ça va aller mieux. Ça ne va pas aller mieux. Donc, l'enjeu, c'est plutôt de se dire, qu'est-ce que je veux ? Comment je me mets en mouvement ? Donc, il faut qu'on contribue à façonner ce futur plutôt que de le subir. Et pour ça, il y a 4 idées. Il y a la coopération, et j'ai vu qu'il y en avait plein qui en parlaient aujourd'hui, donc ça, c'est top. Nous, on a monté le premier consortium de vrac avec nos concurrents. Et j'avoue qu'ils étaient surpris au démarrage. Et en fait, ça fonctionne super bien. C'est-à-dire qu'on arrive très, très bien à avoir de meilleures idées à plusieurs, à faire en sorte que les pharmaciens aient plus envie de conseiller nos produits en vrac parce qu'on occupe beaucoup plus d'espace à plusieurs. Donc ça fonctionne bien, cette coopération. Donc c'est l'idée vraiment de regarder autour de vous. Il y a des partenaires que vous connaissez, mais il y a des partenaires que vous mésestimez. Nous, on a un voisin en Eure-et-Loire, à côté de notre usine, dans la ferme de la Tremblay, qui avait une station de méthanisation. Et notre patron de l'usine passait tous les jours devant. Il achetait son fromage là-bas. Puis un jour, en fait, en discutant, il s'est rendu compte que toutes les eaux de lavage de notre usine qu'on envoyait à quelques centaines de kilomètres pour les faire retraiter, ça nous coûtait de l'argent, c'était du carbone, c'était du transport. En fait, ça les intéressait pour leur méthanisation. Donc cette coopération, elle n'est pas toujours évidente à trouver. Il faut s'ouvrir aux interactions autour de vous. Et ensuite, les 3 autres idées, c'est aucune innovation qui permettrait une amélioration et une meilleure compatibilité avec les limites planétaires devrait être un sujet de compétitivité. Ça ne doit plus être un sujet de compétitivité, ça doit tomber dans le domaine public pour moi. C'est des sujets qu'on doit absolument partager. Ensuite, il y a une autre idée pour ce futur, c'est qu'un
patron finalement. Et là-dessus, je tiens à remercier une personne qui est très importante pour moi, qui est le PDG et actionnaire de la boîte, Jean-Paul Berthomé, qui est dans la salle. Aucun patron aujourd'hui devrait être félicité ou considéré comme courageux sous prétexte qu'il va faire ce job de la transition de son entreprise. Ça devrait être juste un sujet de dérisquage. Ça se dit pas dérisquage, mais on a compris quand même. Ça dérisque votre entreprise. Et ça, moi, j'ai un actionnaire qui a compris que c'était pas pour l'année qu'on était engagé, mais pour des décennies. C'est pas toujours facile, mais en revanche, il a compris que c'était un vrai sujet, non pas d'image, mais ça lui permet d'avoir une continuité de l'entreprise, parce qu'il y aura peut-être plus de part de marché dans un monde effondré, mais en revanche, il faut qu'on continue à créer de l'emploi et à servir. Et j'ai oublié la dernière, mais c'est pas grave. Bon, c'est déjà très complet. Et bravo encore pour ce beau prix de la personnalité engagée. En plus, vous le partagez pas, celui-là. Il est à vous. Bravo, Sophie Robert Velu. On arrive à l'avant-dernière récompense de cette soirée. Tout va bien ? Super. C'est le prix Startup. Alors, ce prix récompense et met en lumière des startups qui ont placé des engagements durables et à impact positif au cœur de leur stratégie de départ. C'est avec Rachel Barré, directrice leadership environnemental L'Oréal France, qu'on va remettre ce prix. Merci de me rejoindre sur scène. Bonsoir Rachel Barré. Alors le thème des startups vous est cher chez L'Oréal, me semble-t-il. En quoi ces acteurs de la nouvelle économie sont-ils utiles pour votre développement, notamment pour l'engagement de toutes vos marques ? Non seulement ils sont utiles, mais en plus on parle un peu le même langage, parce que de façon un peu surprenante, on est construit et fondé sur des valeurs qui sont très similaires, qui sont des valeurs d'innovation et des valeurs d'entrepreneuriat en fait. Chez L'Oréal, on s'est engagé depuis plusieurs années déjà dans notre transition environnementale, à travers un certain nombre d'engagements qu'on a pris pour notre transformation interne en matière de réduction de nos émissions carbone évidemment, de circularité, de protection de la biodiversité ou de l'eau. Et comme beaucoup d'entreprises, j'imagine, dans la salle, on est face à des challenges techniques, d'innovation qui sont considérables. Et notre façon de relever ces challenges d'innovation, c'est évidemment en mettant nos forces de frappe en matière d'innovation interne au service de cette transition, dans nos équipes de recherche et d'innovation, sur nos formules, sur nos packaging, sur des innovations supply. Mais très vite, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, on se rend compte que c'est une transition qu'on ne peut pas faire seul. Donc on se tourne vers nos partenaires historiques, nos fournisseurs, nos clients, pour trouver des solutions innovantes, disruptives, pour accompagner cette transition. Mais on se rend compte qu'il y a un autre écosystème qui est particulièrement intéressant, divers, rupturiste dans sa façon d'aborder l'innovation durable, c'est l'écosystème des startups. Sont des partenaires qui sont clés pour nous pour accélérer cette innovation, et on sait qu'on a une très grande force de frappe ensemble pour non seulement aller chercher cette innovation là où elle émerge, mais ensuite pour la monter à l'échelle, pour construire de l'impact qui soit vraiment transformatif, compte tenu des challenges qu'on a à relever ensemble. Donc ça, évidemment, ça ne s'improvise pas de travailler avec des startups quand on est une très grande entreprise internationale. On a en place un certain nombre de dispositifs qui vont des collaborations de recherche aux incubateurs, en passant par des fonds de capital risque pour l'investissement, des fonds à impact qui sont dédiés par exemple à l'économie circulaire et qui nous permettent d'aborder ces collaborations de façon la plus constructive et la plus efficace possible pour adresser les sujets auxquels on doit faire face. Donc c'était tout naturel que vous remettiez ce prix, évidemment. Alors les deux lauréats ce soir dans la catégorie Start-up sont Ida pour son projet Arolia et Pandobac pour son projet de réemploi des emballages. Et donc Rachel Barré, je vous laisse dire qui a l'argent. Alors, je suis très touchée et très honorée, à titre personnel aussi, d'annoncer que le prix d'or est remis à Pandobac. Pandobac, que je connais depuis longtemps, que la Fondation L'Oréal accompagne à travers ses actions en matière de leadership féminin au service de l'action climatique. Donc, je suis ravie de remettre ce prix à Chou. Et donc, naturellement, l'argent à Ida. À Ida, bien sûr. Bravo à tous les deux. Bravo à tous les deux, regarde une petite vidéo. Roch et Anaïs, les fondateurs de Pandobac. Pandobac, c'est une solution pour supprimer les emballages de transport de marchandises à usage unique. Ces emballages coûtent cher, ils utilisent des matières premières et ils génèrent une quantité astronomique de déchets. Pandobac, c'est une solution économique et écologique. Nous louons des bacs réutilisables suivis et lavés. Pandobac a déjà permis d'éviter 600 000 emballages en travaillant avec des grossistes dans toute la France.
Aujourd'hui, nous souhaitons aller plus loin et déployer notre solution de bac réutilisable auprès des industriels agroalimentaires pour que toujours plus de restaurants, mais également les supermarchés, soient livrés en zéro déchet. C'était avant IDA. IDA est un logiciel de gestion de stock et de commandes pour tous les produits frais traditionnels. Nous aidons les chefs de rayon à placer la commande parfaite tous les jours pour chaque référence en leur permettant de booster leur marge, leur vente et de limiter leur casse. Notre premier module de fruits et légumes permet de gérer vos stocks avec une très haute précision en estimant la demande de vos clients quotidiennement au kilo près grâce à plus de 100 paramètres comme la météo et la saisonnalité. Rien n'est laissé au hasard. Tous les champs de notre application sont entièrement modifiables par le chef de rayon et laissent apparaître toutes les informations dont vous avez habituellement besoin pour commander. Nos clients passent leurs commandes en un temps record, directement sur le carrelage depuis notre tablette, à la centrale d'achat et aux fournisseurs en direct. Notre vision chez IDA est de devenir la solution tout en un pour faire de nos enseignes les leaders du frais de demain. Et bravo encore à tous les deux. Alors, Shuzang, vous êtes CEO de Pandobac avec plus d'1 million d'emballages jetables évités grâce à vos bacs réutilisables. C'est déjà vraiment un résultat impressionnant. Donc, c'est quoi vos prochains leviers pour accélérer encore cette progression ? Oui, du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait qu'on refasse la vidéo, parce que dans la vidéo, c'était 600 000, mais ouais, on est à plus d'1 million maintenant, ça va vite. C'est le bon chiffre, alors. Voilà. Et nous, comme je disais un peu, ce que la vidéo montre, c'est que on a commencé, nous, avec vraiment plutôt les fournisseurs de la restauration commerciale, qui sont des plus petits acteurs qu'on connaissait bien, qu'on arrivait facilement à approcher. D'ailleurs, un petit clin d'œil à Claire de Châteauforme, avec qui on a beaucoup échangé. Du coup, c'est rigolo de la retrouver là. Là, en fait, on a acquis une certaine expérience, une notoriété, une expertise clairement très forte sur le sujet du réemploi d'emballage, une excellence également opérationnelle, parce que du coup, on lave, on récupère, etc. Donc, on a aussi beaucoup d'opérations. Et depuis un peu plus d'1 an, on travaille maintenant vraiment avec des plus gros acteurs, donc des industriels agroalimentaires, et qui ont de tels volumes qui vont vraiment nous permettre de dupliquer notre impact, d'aller encore plus loin, de massifier nos volumes pour être encore plus compétitif que l'usage unique, parce qu'on va diminuer nos coûts logistiques aussi forcément. Et juste pour une petite idée, on a estimé que l'industrie du coup agroalimentaire vers la distribution, enfin le retail, et vers la restauration, ça représentait environ 1,5 milliard d'emballages à usage unique par an, du coup qu'on pourrait remplacer. Donc le chiffre est énorme. On n'en est pas du tout là encore avec notre million, mais on est déjà content. Et du coup, le levier, c'est vraiment de se dire, on va aller chercher des acteurs plus gros, qu'on va réussir à embarquer sur cette transition-là et avoir un impact beaucoup plus fort et environnemental autant qu'économique, parce qu'on arrive vraiment à faire des économies à ces industriels. Merci beaucoup, Chou, et bravo pour ce prix d'or. Alex Châtaignier, co-founder et directeur des opérations IDA, votre solution répond à de nombreux enjeux, évidemment, tels que la réduction du gaspillage, la prévention des ruptures de stock, l'augmentation des ventes. Ça signifie que vous financez vous-même votre prestation ? Oui, c'est ça, exactement. Alors peut-être pour remettre un peu de contexte sur l'entreprise, donc dans n'importe quel supermarché, en fait, que ce soit en France ou même en Europe, tous les managers de la zone fruits et légumes font leurs commandes d'intuition, c'est-à-dire que tous les autres rayons, qui sont Nutella, Coca, etc., vous avez des algorithmes et ce qu'on appelle le réappro, donc la recommande de produits, est automatique. En revanche, sur tout ce qui est produits frais traditionnels, comme dit sur la vidéo, donc fruits et légumes, marais, boucherie, tout ça, c'est vraiment fait à la main et à l'intuition du chef de rayon. Donc nous, on est parti de ce constat pour digitaliser tout ça, en fait. Non seulement apporter une interface qui est un peu mieux que 40 feuilles de papier A4 qu'on imprime tous les jours pour commander. Et en plus, différentes couches d'algorithmes, que ce soit au niveau d'IA ou plus une recherche opérationnelle qu'on mène pour justement anticiper la demande des consommateurs et, comme vous le précisiez, réduire le gaspillage alimentaire, réduire les ruptures de stock. Et en fait, vu qu'on est parti de ce constat-là, aussi dans nos cycles de vente, ça se répercute, où en fait, on ne peut pas vendre notre solution sans montrer qu'on rapporte de l'argent. Et ce qui est génial en fait dans cette entreprise, c'est qu'en fait rapporter de l'argent à nos clients, ça veut dire réduire le gaspillage alimentaire. Donc moi, littéralement, mon travail au quotidien, c'est de faire en sorte de réduire ce qui va finir à la poubelle à l'ouverture ou à la fermeture du rayon, en faisant en sorte de mieux commander. Ouais. Et donc au niveau du financement ?
Oui, alors au niveau du financement, justement, en fait, étant donné qu'on voit notre solution en réduisant le gaspillage, en effet, c'est le fait même de réduire le gaspillage qui fait qu'on va vendre la solution. Et après, ouais, en termes de financement, vu qu'on est une start-up, on a donc levé des fonds l'année dernière. Mais donc voilà. Eh ben, on espère que ça va continuer, bravo, et que ce prix va vous aider. Merci beaucoup, bravo, merci à tous les trois. C'est la dernière récompense de la soirée. Ils sont par là, je les ai entendus tout à l'heure, hein, c'est ça? Ouais. Salut le SCP. Donc c'est le coup de cœur étudiant, un prix qui récompense un candidat parmi ceux qui n'ont pas été sélectionnés dans les autres catégories, justement, par les membres du jury. Donc j'invite pas une personne, mais plusieurs, vous les voyez, à me rejoindre. Les étudiants de l'ESCP, membres du jury de ce prix, Luna Langlois, Cosmo Valochek, Eliodore Bessy, Victoire de Carnet de Carnavalet. Bonsoir, oui. Alors, bonsoir, le jury ESCP. Qu'est-ce que des jeunes comme vous pensent du rôle des marques dans la transition sociale et environnementale? Alors, je pense que si on est tous là aujourd'hui, qu'on est tous d'accord que vous avez un rôle qui est vraiment primordial et qui est vraiment indispensable dans la transition écologique et sociale. Et nous, ce qu'on attend de vous aujourd'hui, c'est que vous vous engagiez, mais que vous vous engagez vraiment de manière volontaire et de manière sincère et transparente, voilà, pour lancer une démarche qui soit vraiment en adéquation avec votre activité et qui soit transparente et logique et pertinente. Je pense qu'à ça, j'ajouterai cette notion, et on l'a entendu ce soir, d'audace. Et c'est un mot qui me tient à cœur. Je pense qu'on a une responsabilité collective, que le privé a son rôle à jouer, qu'il représente un effet de levier extrêmement important, et que donc ce mot vient et revient. Il faut être audacieux. Voilà. Merci. Un petit mot ? La RSE, pour nous, c'est quelque chose dans lequel on baigne depuis tout jeune. Et c'est vrai que avec ça viennent les questions de greenwashing, parfois, de changement de logo pour du vert. Ce sont des choses à travers lesquelles on voit clairement, ou en tout cas, on a l'impression de voir clairement. Et du coup, on attend vraiment des initiatives qui viennent du fond de votre motivation à être acteur de cette transition et non pas pour un simple résultat financier, pour une question de réputation, de marketing. Ça se ressent et ça ne donne pas envie d'aller dans ce sens, en fait. Pour avoir le plus gros impact, il faut que ça soit sincère et que ça vienne du cœur. L'engagement, de la transparence et de l'audace. Ça vous va ? Absolument. Alors, je vous laisse annoncer votre lauréat, donc du prix coup de cœur des étudiants pour cette soirée. Notre prix coup de cœur est remis à Rise, une start-up. Étienne Barriot, co-founder et CEO de Rise, et Nicolas Bonnet, Chief of Staff. Bravo. On regarde une petite vidéo. Allez-y, venez. Bravo pour ce prix coup de cœur des étudiants. Ça fait quoi d'être choisi par la jeune génération ? Comme vous voulez. C'est un vrai honneur, ça donne beaucoup d'espoir. Et d'ailleurs, je croyais que la question, elle mentionnait un peu l'espoir, mais j'aimerais faire écho à la phrase de Jacques, il me semble. Alors, on ne se connaît pas personnellement, hein, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de l'appeler par son prénom. Je crois qu'il disait « c'est plus qu'un rêve, c'est possible ». Et je trouve que ça donne beaucoup d'espoir et en fait, ça donne envie de passer un message à la jeune génération, c'est que face à l'ensemble des problèmes auxquels on est confronté collectivement, je crois que c'est important d'être résolument optimiste. C'est le propre de l'être humain, d'être capable de solutionner des problèmes auxquels on n'a jamais été confronté. Et je pense qu'on vit quand même dans une ère un peu particulière, vous êtes bien placé pour le savoir chez M6, c'est qu'on vit dans une ère d'hypermédiatisation.
on est abreuvé quotidiennement de contenu qui n'est pas forcément des plus réjouissants. Et je pense que quand on prend la dimension de l'ensemble des problèmes qu'on doit résoudre, et particulièrement quand on est jeune et qu'on se lance dans le monde professionnel, c'est facile d'être débordé par l'émotion et de se sentir paralysé. Je pense que c'est important dans un moment comme ça d'apprendre à se soustraire du bruit extérieur et à repartir de soi et à sentir ce vers quoi on est appelé. Et donc c'est un peu mon message pour la jeunesse. Bravo, merci. Est-ce que vous anticipez vous anticipez une intensification des pratiques plus responsables, justement ? Alors, c'est une excellente question. Il faut savoir que nous, c'est un projet qui trouve ses racines en 2019. Donc, on était vraiment les premiers à parler d'agriculture régénératrice en France. À l'époque, pour la petite anecdote, on m'a même dit ici, c'est la France, on ne parle pas d'agriculture régénératrice, on parle d'agroécologie. Aujourd'hui, c'est un terme qui est devenu à la mode. Et on a voulu embarquer tout l'écosystème agricole avec nous. Et on a dû résoudre toutes les problématiques autour du financement, de la disponibilité, l'accessibilité pour les agriculteurs. Et c'est pour ça qu'on a choisi notamment l'axe du digital pour rendre les agriculteurs les plus autonomes possibles par rapport à leur projet. Et aujourd'hui, quand je vois qu'on est passé de très peu d'acteurs dans l'écosystème, Gotera a aussi fait partie des premiers acteurs à nous avoir rejoints. Aujourd'hui, on doit avoir une vingtaine d'acteurs qui travaillent à différents segments de la chaîne de valeur en France, un certain nombre aussi en Europe. Et on voit que c'est un secteur qui commence à avancer fort, avec beaucoup d'agriculteurs qui s'engagent. Et même si je trouve que c'est encore un petit peu mou, on ne va pas se le cacher, je vois pour l'agriculture régénératrice de beaux jours devant elle. J'espère que ça va accélérer et c'est certain que ça va accélérer. Bravo et merci aux étudiants de l'ESCP de vous avoir choisi. Bravo pour ce prix. C'était le dernier prix de la soirée. Félicitations encore, félicitations à tous ceux qui vous ont précédé sur cette scène. C'était donc le 7e prix de la marque engagée. Merci à tous les partenaires, sans qui cette soirée de récompense n'aurait pas pu avoir lieu. Merci à vous tous pour votre engagement. Vous avez compris le message des jeunes. Il faut y aller avec sincérité et audace. J'étais très heureuse de vous accompagner ce soir. On se retrouve après, il y a un petit cocktail. Donc on peut tous se retrouver, continuer à discuter, passer une excellente soirée. Et donc à l'année prochaine, probablement avec une nouvelle personne sur cette scène pour le Grand Prix de la marque engagée. À bientôt.